Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, où on décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture et de la culture geek. Et Florent qui nous fait toujours sa petite danse. Toujours. Florent, tu es très bien vêtu aujourd'hui. Ouais, mais grâce à toi en plus. J'ai un très beau bonnet. Oui, et grâce à Célia. Voilà, qu'on remercie évidemment. On l'embrasse bien bas. On est avec Alexis aussi. Salut. Comment ça va? Très content de reprendre cette nouvelle saison avec vous. Avec 2 étoiles. Avec 2 étoiles. La marinière à 2 étoiles. Il s'est passé un truc. Il s'est passé quelque chose d'important cet été, on en parlera peut-être tout à l'heure. Non. Spoiler, non. Grégoire, une nouvelle tête, comment ça va? Bien et toi? Bien, c'est tout. Voilà, présente-toi un petit peu parce que nos auditeurs ne te connaissent pas forcément. Tu étais avec nous à la soirée de l'E3 consacrée à Absolument, avec Florence, Cyril, qu'on en a pu voir tout à l'heure. Et sinon, moi je suis en école de commerce et je suis geek à plein temps. Et c'est une occupation qui m'occupe toutes les journées en fait. Attention au partiel quand même. Attention au partiel. Donc évidemment, vous avez peut-être eu une petite surprise avant Hyperlink, c'était le Before eSport. J'espère que ça vous a plu. Florent, je crois que ça s'est plutôt bien passé. Bah écoute, ça s'est très bien passé. On était un peu stressé pour cette première parce que ça faisait 4 mois qu'on bossait dessus quand même. Et puis on est très content. On espère que ça plaît aux gens. Et puis on va continuer. De toute façon, on est prévu pour toute la saison. Donc, fantastique. Et nous avons 2 nouvelles têtes. 2 têtes un peu inhabituelles en plateau, mais qui sont peut-être nos invités. Je ne sais pas. Peut-être que nous allons les présenter. Benjamin Benoît. Bonjour. Bonjour Karel. Tu es originaire de Libération. Pas vraiment. Le Monde. Enfin oui, disons que c'est là que je pige. Voilà. Libération, Le Monde, les Croissants, le Journal du Geek, LOL Japon, mon compte Twitter, plein de médias différents, des milliards de médias. Je suis pigiste. C'est le lot des pigistes. Où tu décortiques l'actualité high-tech et de la pop culture. High-tech pop culture, ouais. Notamment Japanimation. Voilà. Absolument, c'est mon plan, c'est mon bail, c'est mon amour. On t'avait déjà reçu à l'occasion d'une interview consacrée au nouveau Miyazaki. Oui, en duplex, et donc là je suis en pied pour la première fois et je suis très heureux d'être là. C'est une mécanique bien huilée, je suis très impressionné, je suis vraiment très content d'être là. Et du coup, avec vous. Et avec Arnaud de Souza. Oui, bonjour. Directeur marketing de Dotemu. Exactement. Alors Dotemu, en quoi ça consiste? C'est un éditeur français de jeux vidéo indépendant? Exactement, on est éditeur et développeur, c'est-à-dire qu'on fait des jeux et on les sort basiquement. Donc on est spécialisé aussi nous dans le rétro gaming et derrière toi on peut voir un des jeux qu'on a fait, ça s'appelle Wonder Boy The Dragon Trap, développé par Lizard Cube et édité par Dotemu. Du coup, disponible sur PS4, Switch, PC, Xbox, Linux, Mac, partout. Et on reviendra dessus un petit peu tout à l'heure car je crois que vous travaillez aussi sur Streets of Rage 4. Ouais, un petit jeu. Avec Sega, un petit jeu. Une petite licence. Voilà, une petite licence quand vous travaillez pas sur Windjammers 2, vous travaillez là-dessus effectivement. On en parlera peut-être tout à l'heure. Les amis, le menu de cette semaine, on va parler donc de Spider-Man en critique avec toi Alexis. On va parler également de Valkyrie Chronicles 4 avec Pierre qui nous rejoindra à l'occasion d'un duplex pour la critique. Mais tout de suite les amis, c'est, il me semble, l'heure des news. Et on commence avec toi Alexis sur, il me semble, des nouvelles du Nintendo Online. Est-ce que Nintendo doit rendre l'argent ? Depuis le 19 septembre, ça y est, le service online de Nintendo est disponible. On peut plus jouer gratuitement en ligne. Il faut donc s'acquitter pour un abonnement. La communication de Nintendo sur ce point n'a pas toujours été très très claire, donc on va essayer un peu de recadrer un peu tout ça. Bon, on peut s'abonner. Il y a un essai gratuit de 7 jours. Déjà, si vous voulez tester, avant 7 jours. Vous pouvez après vous abonner pour 30 jours 3,99, 90 jours 7,99 ou 20 € pour 12 mois ou même une formule à 35 € par an qui permet de lier 8 comptes au sein d'un même foyer. Donc c'est moins cher que la concurrence. Donc une fois que l'abonnement est souscrit, on peut, comme avec PlayStation et Xbox, jouer en ligne. Déjà, ça c'est pas mal. Et il y a aussi d'autres petites features qui sont disponibles. Il y a des petits soucis. Les sauvegardes dans le cloud, tout d'abord. Ça c'était attendu depuis longtemps. Donc on peut récupérer nos sauvegardes sur une autre console qui serait identifiée avec un compte, avec le même compte que nous. Donc c'est-à-dire dans le cas de rachat d'une Switch ou d'un reset à 0 de la console. C'est pas foufou parce qu'on aurait aimé un truc plus. On aurait aimé pouvoir par exemple mettre une clé USB sur la Switch et pouvoir récupérer, transférer tout ça. Bon, on ne peut pas. D'autant plus que c'est pas compatible avec tous les jeux. C'est au bon vouloir des développeurs. Donc dans les mauvais élèves, on note quand même quelques poids lourds. Splatoon 2, FIFA 19, Pokémon Let's Go. Officiellement, c'est pour éviter la triche, mais c'est un petit peu étrange. Alors il y a un point aussi qui est toujours pas clair, c'est est-ce que les sauvegardes sont supprimées du cloud une fois que l'abonnement est plus up. Enfin, on ne sait pas encore parce que c'est trop tôt pour savoir si c'est moins de 7 jours. Si les sauvegardes sont supprimées,
supprimer, je vois pas comment est-ce que le service peut vraiment être viable. Bon, il y a d'autres petites choses aussi. Il y a alors une application mobile pour pouvoir faire du voice chat. Donc télécharger une application sur votre téléphone pour pouvoir faire du voice chat. Seulement, il n'y a que 5 jeux actuellement. C'est Arms, Splatoon, Mario Kart 8, Mario Tennis et l'appli NES. Ça s'appelle Discord. Ça s'appelle, donc pour les autres jeux, il faut passer par Discord. En 2018, c'est un petit peu léger. Ouais. Et puis bon, il y a un catalogue de jeux NES qui est disponible. Pour l'instant, il y en a une vingtaine. Il y en a 3 autres qui vont arriver le mois prochain. Il y a des petits bonus cosmétiques pour Splatoon si on s'abonne pendant 12 mois. Il y a la possibilité aussi d'acheter des Joy-Con style NES si on est abonné, etc. 60 € quand même. C'est les Joy-Con prix classique. Et tous les jeux ne sont pas concernés puisque les free-to-play resteront entièrement free-to-play. Donc Fortnite est encore gratuit sur Switch. Il n'y a pas besoin de souscrire à l'abonnement. Voilà, c'est un petit peu décevant, mais vu le prix, on pouvait pas s'attendre à autre chose. J'espère juste qu'ils vont peut-être étoffer le service dans les mois à venir. Pour l'instant, moi perso, je vais rester en local. Je trouve ça assez intéressant de devoir payer pour un online alors que les jeux sont en peer-to-peer. Mais bon, on passe à la deuxième news. Grégoire, c'est ta première news chez nous. La PlayStation classique, dis-moi en plus. Et la Mega Drive Mini. Et la Mega Drive Mini, pardon, oui. Alors effectivement, cette semaine, triste news pour les fans de Sega, qui a annoncé via son compte Twitter que le lancement de la Mega Drive Mini allait être repoussé à mars 2019, initialement attendu pour la fin de l'année 2018. Elle devait commémorer les 30 ans de la sortie de la Mega Drive. Donc entre cette mauvaise news et cette triste info, Sega a quand même tenu à essayer de rassurer ses fans et ses investisseurs en promettant une commercialisation partout dans le monde dès l'année prochaine, ce qu'elle n'avait pas promis en avril dernier. Mais honnêtement, le doute s'installe encore pour ce constructeur. On reviendra dans le débat sur son histoire, mais bon, c'est triste à dire, mais en fait l'histoire se répète pour Sega étant donné que cette décision coïncide étrangement avec l'annonce de Sony qui va lancer la PlayStation classique version miniature de sa PlayStation 1. Déjà une date de sortie annoncée le 3 décembre avec un pack à 30 € si je ne dis pas de bêtises, qui inclura 20 jeux préinstallés. 100 €. 20 jeux préinstallés très généreux. et 2 manettes incluses. Autant d'informations marketing sur lesquelles Sega n'a pas donné de nouvelles à ce jour pour sa Mega Drive Mini. Donc mesure de prudence ou peur de la débâcle pour la firme Nippon, on ne sait toujours pas, mais elle a besoin de tout sauf d'un énième harakiri commercial. Oui, c'est un peu compliqué, effectivement. Ironie de l'histoire qui se répète encore une fois. Bon, grosse incertitude quand même sur le catalogue de la PS Mini. Vite, rapidement, un jeu que vous aimeriez voir dessus en plateau là, Benjamin? Sur la PlayStation? Ouais. Vibribone. Mais techniquement, ça serait super chaud parce qu'il faudrait des disques et en mettre. Ah oui. Comment faire? Diantre. Et toi, Arnaud? Metal Gear. Metal Gear. Bah oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été annoncé. Voilà. Florent? Ouais, il y a plein de jeux. J'irais sur peut-être sur un des FF. Il y a FF7, Il y a déjà FF7. Une 15e version de FF9 ou 7. Pour moi, c'est 8. Le 8, ils ont perdu. Ouais, le 8, voilà, ils l'ont Le 8 oublié. est oublié sur les trucs Switch. Mais remarque, il sera nulle part ailleurs que sur la PS Mini. Ce serait intéressant pour en vendre, effectivement. Florent, tu gardes la parole. Venons, Alexis, Grégoire, très vite, un jeu que vous avez envie. J'aimerais juste que la Nintendo 64 Mini soit annoncée pour revivre le duel 20 ans après. Ah, ce serait intéressant, ouais. Et toi, Grégoire? FF. La guerre des consoles mini. Voilà. Autant donner FF8. La question c'est est-ce que Sega va sortir la Dreamcast Mini? Ça, ce serait formidable. Elle va rebider. La meilleure console du monde. Exactement. Et moi pour Xenogears, voilà. Donc, oui. Légalement, enfin. Florent, tu gardes la parole, pardon, c'est parce que THQ rachète Alone in the Dark. Bah oui, mais si en ce moment il y a bien un éditeur qui est actif, hormis Dotemu, c'est bien THQ Nordic. Alors plutôt ce mois-ci, THQ qui faisait très plaisir en rachetant le droit d'acquisition du royaume d'Amalur. Et ils sont en train de négocier avec Electronic Arts pour les droits de distribution. On a appris que le géant nordique a racheté les droits de Alone in the Dark. Donc c'était un conflit, ce qui bloquait la transaction, c'était un conflit avec Frédéric Reynal et Atari depuis 13 ans. Frédéric Reynal est en procès avec Atari et les accusés d'avoir utilisé la licence sans lui reverser de dividendes. Donc il a été payé en actions, etc. Et maintenant la licence a pu être vendue à THQ Nordic. Et les bruits de couloir qui se murmurent dans les internets, c'est que Monsieur Reynal pourrait faire partie du futur projet Alone in the Dark, donc financé par THQ Nordic. Donc ça pourrait être cool. Ça pourrait être plutôt sympa, On effectivement. rappelle Alone in the Dark, c'est grâce à lui qu'on a Resident Evil. Voilà, et c'est intéressant justement le regain de Resident Evil 2. Est-ce qu'il n'y aurait pas un spectre autour de 2019 qui serait intéressant à suivre? On verra ça de très près. Alexis, on a commencé, on parlait de triste news tout à l'heure, mais la fermeture de Telltale. Celle-ci est plus triste que le online de Nintendo. Telltale vient de connaître une restructuration encore plus drastique que celle de Nova
novembre 2017 qui avait déjà vu le départ de 25% des effectifs, puisque là, c'est purement et simplement la fermeture du studio. Enfin, plus précisément, Telltale va continuer de fonctionner avec 25 salariés, donc c'est 10% des effectifs qu'il y avait la semaine dernière, donc 90% des effectifs vont être licenciés. On peut dire adieu à la saison 2 de Wolf Among Us et au jeu Stranger Things qui avait été récemment annoncé en partenariat avec Netflix. Il semblerait en fait que tous les employés qui bossaient sur The Walking Dead ont été licenciés et que le staff restant travaillerait sur la livraison d'une commande d'un épisode Minecraft pour le compte de Netflix. Alors pour rappel, on est en plein dans la sortie de la saison 3 de The Walking Dead, qui manifestement n'a pas apporté de garantie financière suffisante pour permettre au studio de survivre. Honnêtement, c'est pas une grande surprise. Ce studio, c'est un peu le studio témoin d'un studio qui n'a pas réussi à gérer sa croissance. Ils ont beaucoup grossi en 2012 après le succès de la première saison de Walking Dead. Et puis après, ils ont enchaîné des adaptations de licences, de grosses licences populaires, mais aussi les échecs, les plus flagrants étant Batman, Gardien de la Galaxie et probablement Game of Thrones. Selon un contributeur du magazine Forbes, à part The Walking Dead et Minecraft Story Mode, aucun des autres jeux n'aurait été rentable. Telltale n'a pas réussi à se réinventer, c'est un des reproches qu'on peut faire à tous ces derniers jeux, c'est toujours la même chose. Et là où des studios comme Dontnod ont réussi à proposer une autre approche des expériences narratives. Donc on apprend aussi que les conditions de licenciement n'ont pas été terribles, employés prévenus à la dernière minute, pas de prime de licenciement, sécurité sociale qui s'arrête avec le contrat, bref, rien de très joli. Et parce que là je suis en train de faire les bonnes nouvelles, on va quand même aussi l'autre fermeture de studio, celle de Capcom Vancouver cette semaine, 158 employés sur le carreau, donc ça fait à peu près 400 sur la semaine. On leur souhaite vraiment bon du courage, même si je pense que ceux de Capcom Vancouver vont aller travailler chez Electronic Arts Vancouver très rapidement, mais c'est quand même une sale semaine. Et oui, c'est sale semaine pour les amoureux de jeux narratifs, mais on en parlera peut-être davantage la semaine prochaine. Qui sait Voilà, qui sait, en compagnie d'un certain journaliste. Voilà. Peut-être, oui, Florent, très rapidement. Le pire dans cette histoire, c'est que, comme tu disais, Alexis, ils étaient en train de sortir la saison 3 de Walking Dead, ils vont même pas la finir. C'est la 4 voilà. La 4, ils vont même pas la finir. Il est mort finir. pour rien, bravo tout le monde, Voilà. bien joué. Effectivement, et Clornit qui est sur le chat qui nous demande est-ce qu'il y aura des remboursements pour les gens qui ont tout payé, qui ont payé pour tous les épisodes. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'infos en fait précises. Je pense que non. Mais la question c'est qui va rembourser en fait, puisque si S'il n'y a Telltale plus personne pour n'existe rembourser, plus, oui, Ils existent encore, mais oui, jusqu'à la fin, voilà. Ils finissent le contrat et puis c'est fini. Quoi. Ils vivotent. Et puis également, on rappelle également que ça s'inscrit dans le contexte avec Capcom Vancouver aussi. oui, Et ça fait 400 voilà, c'est ça. 400 jobs qui disparaissent d'un seul coup. C'est quand même. Disais, mais Capcom Vancouver, la bonne nouvelle, c'est que comme disait Electronic Arts Vancouver a commencé à déjà récupérer pas mal de leurs employés, donc c'est une bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle. Désolé pour les fans de Dead Rising. Ça existe ? Oui, moi. Je vous l'assure. Pardon. Space Jam 2, Florent, du coup, Space Jam 2 avec Ryan Coogler et LeBron James, c'est ça ? Ouais, c'est ça, 22 ans après, le lapin qui fait du basket est de retour et cette fois-ci ce sera avec LeBron James, donc la star qui vient d'arriver justement aux Los Angeles Lakers, succédant ainsi à Michael Jordan, donc c'est The Hollywood Reporter qui nous explique ça. Et apparemment à la réalisation on retrouverait l'excellent Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther, qui serait à la production ou à la réalisation, on ne sait pas encore, peut-être plus à la production. Et donc LeBron James est confirmé. On pourrait aussi retrouver le cinéaste Terrence qui avait fait Another Simplification of Air Beauty pour ressusciter la licence Space Jam. Donc on n'en sait pas encore plus. On ne sait même pas si Bill Murray sera aussi de la partie. On ne sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était une rumeur qui traînait depuis 2 ans. Et là, avec l'arrivée de LeBron James aux Lakers à Los Angeles, le projet est en très très bonne voie. Donc, est-ce que ça confirme que LeBron James est aussi bon que Michael Jordan ? Alors là, Allez, on va pas partir là-dessus parce voilà, que tu sais que je vais finir par m'énerver. On va faire la voilà. spéciale basket en off, s'il vous plaît. Et oui, petite anecdote, Pardon. le site internet du premier Space Jam est toujours en ligne. Oui. Donc je vous conseille d'aller regarder, c'est une vraie time capsule en fait. C'est en Internet 1.0. C'est en HTML de l'époque. Formidable. Grandiose, évidemment. Mettez le lien dans le chat si jamais. Comme un site japonais. Spacejam.com. N'hésitez pas. Grégoire, une news de notre espion préféré, L'agent 007. l'agence 007, ouais. L'agent 007 qui reprend du service très bientôt sur nos écrans. Non, Et qui change de main. mais qui change de main. Alors pour rappel, Danny Boyle qui avait été embauché en mai avait décidé à la fin de l'été de quitter le tournage du prochain opus, donc Shatterland de James Bond, et il a été remplacé par Cary Fukunaga, réalisateur entre autres de True Detective,
donc la série télé qui était sortie sur les écrans en 2014, ou encore de ça, l'adaptation cinématographique du bouquin de Stephen King. Stephen King, exact. Et donc, on espère que ça va permettre à la réalisation pour le moins chaotique pour le moment de cet opus de James Bond. Il change de script carrément. Hein, c'est vrai qu'il avait fait en partenariat jusqu'à présent avec le nom m'échappe de. C'était Danny Boyle. Danny Boyle s'était pas occupé du script, c'était un autre. Je pensais que le scénario c'était quelqu'un d'autre. Okay. Mais voilà, on espère que cette fois il n'y aura pas de différents artistiques. Ce sont les mots qui avaient été choisis par Danny Boyle avec Wilson et Brocolianto. Mais la question qui se pose aussi, c'est quid de Idris Elba en tant que James Bond à la place de Daniel Craig. Alors que Daniel Craig a même pas vraiment envie de le faire à la base. Ce film est très prometteur. Personne n'a envie de le faire, c'est fantastique. Daniel Craig avait dit plutôt pas me tirer une balle, mais il avait littéralement dit je préférais canner que de faire le James Bond. Et s'il le faisait, c'était uniquement pour la thune. Voilà. Triste. Quand on parle de thune, parlons un petit peu de Marvel parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est avec ça là-dessus qu'on va terminer le point news. Beaucoup de choses à dire sur Marvel cette semaine. D'après Variety, donc des héros secondaires du MCU vont avoir droit à leur propre série sur la nouvelle plateforme de diffusion de Disney Play. On aura donc Tom Hiddleston qui va faire son retour en Loki, qu'on avait déjà aperçu un petit peu dans Infinity War. Oui. Scarlet Witch, qui aura droit à sa propre série aussi. 2 séries donc de 6 à 8 épisodes. D'autres personnages devraient les rejoindre assez rapidement. Fait intéressant, c'est Marvel Studios qui s'occupe de ces séries et pas Marvel Television, ce qui achève complètement le divorce entre l'univers de Kevin Feige et l'univers de Jeff Lobb. Donc plus de connivence avec Netflix, etc. On repart à zéro une fois encore. Effectivement, et aussi plus de rapport avec Agents of S.H.I.E.L.D. qui dépendait de ABC, si je ne dis pas de bêtises. Kevin Feige devrait aussi reprendre en main les X-Men, maintenant que la Fox a été avalée par le géant Disney. C'est en tout cas ce que dit le patron Bob Iger, qui estime qu'il sera le mieux placé pour relancer les mutants dans le canon du Marvel Cinematic Universe. Est-ce qu'on aurait donc avec les pierres d'infinité un bail de dimension parallèle et d'intégration du canon des films de la Fox en tant que dimension parallèle? Ce serait le plus gros twist. Zéro respect jusqu'au bout, ce serait incroyable. Enfin, le Hollywood Reporter a dévoilé aussi que Marvel Studios avait confié une adaptation de The Eternals à Chloé Zhao, qu'on a déjà connu pour The Rider. Donc le récit se concentrera sur une romance entre le héros cosmique Icaris et Cersei, une éternelle qui veut aller à la rencontre des humains. Voilà, donc pas mal de choses à dire là-dessus. Le tout dans un contexte où on a eu des nouvelles images de Captain Marvel. Alors, petit tour de plateau pour finir les news. Quels sont vos ressentis sur Captain Marvel? Florent, pourquoi tu rigoles? Parce que c'est de la merde. Putain, le trailer il est nul à chier. Mais elle frappe une vieille, c'est rigolo. Non mais attends, je crois que c'est le pire trailer d'un film Marvel que j'ai vu depuis. Ouah, non mais franchement, depuis longtemps. Parce que oh là là. J'ai hâte de voir le film, mais à mon avis. T'es pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Ok, autour du plateau, pareil, Benjamin, je crois que tu avais desserré les dents pour. Non. Non, parce que j'avais envie de dire Chloé Zhao, celle qui a chanté C'est chelou, lol MDR. Non, c'est juste que la vieille référence de l'extrême. Non, je ne m'y retrouve plus et tout ce qui est transmédia, univers étendu américain, j'ai un peu abandonné, tu vois, surtout les pratiques télévisuelles que j'ai jamais trouvé vraiment intéressantes. J'ai vu 2 épisodes d'Iron Fist et je me suis dit bon c'est ok, c'est normal. J'arrête cet aspect-là de ma vie. C'est normal, c'est vraiment nul. C'est un effet commun. Et sincèrement, je suis perdu depuis très longtemps en ce qui concerne les univers étendus américains de comics. Mais peut-être que reprendre tout ça en main au sein d'une seule et même entité permettrait d'y voir un petit peu plus clair aussi. Peut-être. Arnaud, le mot de la fin. J'ai pas trop d'avis. En fait, tous les films Marvel se ressemblent. Donc pour moi, j'ai un peu toujours l'impression de voir la même chose. C'est ça qui est frustrant. C'est comme les Assassin's Creed. C'est comme t'as 3 trucs médiocres et t'as un petit moment de bravoure de temps en temps. C'est un peu. En fait, c'est vrai qu'ils ont tous la même photographie, ils ont tous la même colorimétrie. Donc t'as vraiment l'impression de voir toujours la même chose. Le seul qui était un peu différent, c'était le premier Gardien de la Galaxie, où il y avait vraiment quelque chose d'un peu nouveau, un peu différent. Mais tous les autres, c'est vraiment tout le temps la même chose. On vous renvoie au numéro consacré au MCU qu'on avait enregistré avec Fastkill au mois d'avril, je sais plus. Bref, vous retrouvez ça sur le site de VL Media évidemment. Les amis, c'est tout pour ce point news. On se retrouve après la pause musicale pour les critiques de Spider-Man et Valkyria Chronicles 4. La pause musicale, c'est donc du Night Tempo évidemment. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, où on parle toujours de l'actualité, de l'écosystème, de la pop culture et aujourd'hui pas mal de jeux vidéo. Car nos 2 critiques en compagnie d'Alexis et de Pierre. Pierre, es-tu là ?
Pierre, nous ne l'avons pas tout de suite, ok. On va parler de Spider-Man avec Alexis, on va parler de Valkyria Chronicles 4 avec Pierre, qu'on va entendre dans quelques secondes, a priori. On va peut-être commencer avec ta critique, Alexis, si tu veux bien. Mais d'abord, il me semble que nous avons un nouveau jingle, donc si j'appuie, que va-t-il se passer ? Mais c'est de la merde! Bon. Alexis, Spider-Man sur PS4, c'est pas de la merde. Parti, mon ami. Ah bah c'est pas de la merde. Non, c'est pas de la merde. Alors, depuis les épisodes GameCube et PS2, les jeux Spider-Man, pour le coup, c'était un peu de la merde. Et de manière globale, à part les Arkham, les Batman Arkham, les jeux de super-héros étaient pas terribles. Ils connaissaient pas le succès que pouvaient connaître les super-héros au cinéma. En attendant le projet Avengers de chez Square, la promesse d'un Spider-Man développé par Insomniac, qui avait de quoi attiser notre curiosité. Mine de rien, il s'agit de la troisième grosse exclu de la PS4 de l'année, après God of War et Detroit, voire Yakuza 6. Ça fait beaucoup, et voilà, début septembre, Spider-Man. Alors, Spider-Man, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, Spider-Man, tout d'abord, c'est magnifique. Ma première réaction, ça a été mais le jeu est très très bien conçu et superbe. Oui, vraiment extraordinaire. Ouais. Et c'est d'ailleurs sur ces aspects techniques que Spider-Man s'est vendu et il a tissé toutes ses promesses. Si tous les AAA de la génération ont connu des downgrades graphiques entre le moment où ils ont été annoncés et le moment où ils sont sortis, Spider-Man, ça a été le cas aussi, mais un peu moins. Même sur PS4 normal, le framerate tient la route, permet de profiter d'une modélisation de New York version Marvel qui est exemplaire. Et d'entrée, le jeu nous laisse une grande liberté. Et je pense que tous les joueurs ont commencé en se baladant, en allant prendre des selfies en haut de l'Empire State Building, la tour Avengers et tout ça. C'est vraiment bien. En plus, les animations de Spidey sont parfaitement retranscrites, sauf les phases où on joue pas Spider-Man. Parce qu'il y a des phases où on joue pas Spider-Man, elles sont assez laborieuses, et donc se balader dans New York est un plaisir de tous les instants tant les mouvements sont naturels. Chaque saut, chaque déplacement, ça transpire Spider-Man. On passe de longs moments à se balader tout en tentant les nouveaux tricks, de voir jusqu'où les développeurs ont prévu les déplacements de l'homme araignée. Et spoiler alerte, en plus le jeu se laisse jamais prendre en défaut, sauf la caméra qui parfois a sa propre intelligence. Je te vois Florent, mais il y a des moments vraiment des petits coins là. Paraît-il que les parasols sont assez dangereux. Ouais. Non mais les arbres aussi. Bon, bref. Le système de combat peut surprendre au début, il s'étoffe au fur et à mesure du jeu pour devenir vraiment complet à la fin de l'aventure. Spider-Man se dote de nombreuses capacités qui sont tout sauf gadgets, et les animations de combat sont une franche réussite. Toutes les animations dans le jeu sont géniales. La VF est de qualité, le personnage de Spider-Man est plus Tobey Maguire que Tom Holland. Et c'est très bien retranscrit, des petites blagues, de l'autodérision, des punchlines qui tombent à plat, c'est du Spider-Man comme on l'aime, c'est du tout bon. Dans les points positifs, il faut aussi noter quand même que il y a une quantité impressionnante de réglages qui permet d'ajuster le jeu à toutes les formes de sensibilité et de handicap, qu'ils soient visuels comme cognitifs, et ça c'est suffisamment rare pour que ce soit souligné dans un jeu. Effectivement, on peut vraiment mettons ça en avant. On en profite pour saluer Donner Renew, dont tu as parlé pour la VF évidemment. Alors jusqu'à tout va bien, le jeu semble réussir à capter l'essence de Spider-Man, mais j'imagine que le titre n'est pas parfait. Tout à fait, car le titre n'est pas parfait. Oh là là. Non, déjà, qui dit super-héros dit super vilain. Et sur ce point, le jeu d'Insomniac déçoit. Les combats de boss sont décevants. On se rend vite compte qu'il y a un moyen de les battre et pas un autre. C'est très mécanique. Si l'écriture du jeu est parfois intéressante, les motivations et les agissements des grands méchants sont souvent décevantes. Dans ce prolongement, le scénario est relativement banal, mais bon, c'est pas sur ça qu'on attendait le titre. En fait, le jeu prend place au milieu de plein d'histoires. On commence pas au début. Genre, par exemple, Spider-Man, il est déjà plus avec MJ au début du jeu, donc ça permet de... C'est un contexte facile, Spider-Man, tout le monde connaît. Donc on peut y voir soit quelque chose d'assez intelligent, soit de la paresse dans l'écriture. Parfois j'ai senti de la paresse dans l'écriture. Et le vrai point faible, c'est la répétitivité des missions annexes. Ça rend le jeu beaucoup trop mécanique. Il faut aller chercher un sac à dos ici, il faut aller prendre une photo tel bâtiment, il faut aller arrêter les vilains là-bas. Le pattern est épuisant au bout de quelques heures, car il s'agit de faire toujours exactement la même chose. Et pourtant c'est nécessaire, il faut le faire pour faire progresser l'équipement de l'araignée, équipement qui... il y a de nombreuses surprises dans les tenues de Spider-Man, il y en a qui sont très rigolotes, et on est toujours content de les débloquer, mais par contre les débloquer c'est un petit peu pénible. Mais du coup, ouais, ce que tu me dis, j'ai l'impression que le jeu, en fait, c'est un condensé de toutes les bonnes idées qu'on a déjà ailleurs, enfin les autres AAA, notamment Assassin's Creed, Witcher, etc. En fait, si tu regardes les exclus sortis sur la machine de Sony, donc God of War, Spider-Man, Horizon, on remarque qu'il y a un système de leveling issu de RPG traditionnel, mais intégré dans un monde ouvert, des arbres de compétences qui permettent aux joueurs de débloquer des capacités, du craft, l'amélioration de l'équipement. Tout ça c'est dans Spider-Man. On a aussi des licences populaires comme Assassin's Creed. Les tours d'Assassin's Creed, elles sont dans Spider-Man. Le système de combat, il est bien, mais c'est le système de combat de Batman, et rien de nouveau. Les missions de suivi de pseudo-enquête à la Witcher 3 sont présentes aussi. En fait, Spider-Man, c'est un jeu qui condense efficacement, ce qui le fait très bien, tout ce qu'on peut attendre d'un jeu vidéo à gros budget, qui le distille au sein d'une entité homogène. C'est très efficace. Parce que
il comprend intuitivement le jeu, il comprend l'état du jeu vidéo aujourd'hui, du AAA, est-ce qu'on a le droit d'en attendre, et il coche littéralement, enfin toutes les cases sont cochées parce que ça c'est très bien. Sauf qu'aujourd'hui le jeu vidéo c'est peut-être un peu plus que ça, et avec la sortie de Breath of the Wild, on pouvait s'attendre à ce que le jeu vidéo en monde ouvert évolue un petit peu, que les AAA se diversifient, mais c'est pas vraiment le cas, puisque les questions posées par Breath of the Wild sont les mêmes que dans Spider-Man ou dans Horizon, sauf que les réponses, notamment en game design, ne sont pas les mêmes. Compte tenu le prix qu'a coûté le jeu, on comprend que chez Insomniac on ait envie d'aller vers quelque chose qui marche, qui fonctionne, qui est une recette qui est éprouvée. Le problème c'est que pour moi, alors ça à titre vraiment personnel, le résultat final de ces choix c'est la médiocrité. C'est une suite sans fin de jeux vidéo qui se ressemblent, se jouent de la même manière et font ressentir les mêmes choses. Donc en conclusion, parce qu'on va en parler, donc je vais arrêter ma critique là, mais c'est un très bon jeu, Spider-Man, c'est un très bon élève, c'est très joli, il fait exactement ce qu'on attend de lui. Alors rien que pour se balader dans New York, je vous conseille d'y aller, mais n'attendez rien d'autre que d'un jeu qui est un bon élève. Alors avant de donner la parole à Benjamin et Arnaud et ensuite élargir autour de la table, on a sur le chat Skippy qui nous demande est-ce que le robot Léopardon de la version japonaise de Spider-Man est planqué dans un hangar du jeu. Je ne sais pas de quoi il parle. Voilà, donc tu as ta réponse. Peut-être en easter egg. Peut-être en easter egg, ce serait... Voilà, ce serait assez osé. Benjamin, est-ce que ça te donne envie d'y jouer? Il me semble que tu n'y as pas joué. Eh ben pas tant que ça. En fait, j'ai plus retenu l'hélicoptère que le jeu. Donc la polémique qui entourait le press tour autour du jeu que le jeu en lui-même. Et j'ai l'impression en fait qu'il y a une espèce d'effondrement général, une espèce de fièvre autour de ce Spider-Man qu'on nous vend comme la seconde venue du Messie, quoi. Alors que c'est juste un jeu qui visiblement est une collection, comme tu l'as dit, de bons réflexes, mais qui ne transcende pas grand-chose. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce qui s'hypait tout seul et qu'il est un petit peu plus moyen que le consensus voudrait le faire paraître, qu'il est bien, mais bien neutre, bien automatique, comme justement un jeu Ubisoft pourrait le faire. Donc c'est un peu embêtant, tu vois. J'ai l'impression qu'on s'est tous un petit peu trompés, qu'on est rentré dans le train de l'hype et qu'on est sorti des voies. Un vrai jeu Marvel, donc. Arnaud. Moi, à l'inverse, c'était au moment de l'annonce à l'E3 de l'année dernière, si je me souviens 2017, bien, où ça m'avait pas vraiment fait quelque chose, enfin j'avais pas vraiment d'intérêt, je m'étais dit encore un AAA, ça ressemble à Arkham, voilà, c'est classique. Surtout que la présentation était très scriptée, c'était très Uncharted-esque en plus. Oui, complètement. Ça l'est moins, le jeu final l'est moins. Ouais, et du coup là depuis la sortie, moi il me donne envie, alors j'ai pas de PS4 par contre, donc du coup c'est compliqué, mais effectivement le fait de se balader dans New York ça donne envie, et peut-être aussi le fait que je sais que c'est un AAA, je sais à quoi m'attendre. Je me dis que si je l'achète, ça va juste être pour me balader dans New York, et le reste, je sais que le combat, ça va être comme dans Arkham, ça je le sais, on le sait tout de suite. Donc voilà, après, effectivement, le jeu a eu énormément de visibilité. Sony a fait une campagne marketing phénoménale sur le jeu, donc effectivement, c'est normal que tout le monde en entend parler et tout le monde veut y jouer, c'est évident. Et puis, c'est aussi une licence qui touche, qui va plus loin que le jeu vidéo. Spider-Man, c'est un phénomène culturel. Donc, c'est aussi compréhensible que tout le monde touche au jeu, même quand ils ne sont pas spécialistes, ils ne connaissent pas le jeu. Donc après, voilà, ça reste un très bon jeu, comme tu l'as dit, c'est un AAA très classique, mais en même temps, si c'est bon, si c'est efficace, pourquoi ne pas y jouer, quoi. Oui. Florent, Grégoire, vous y avez joué, je crois. Florent, peut-être. Moi, je l'ai quasiment fini. Ouais. Alors je suis d'accord avec Alexis, il y a juste 2-3 trucs. Moi, le scénario, je le trouve pas mal. Le twist de fin, il est cool. Ils auraient pu faire des choses. Ils auraient pu faire mieux, mais finalement, le scénario, il est pas mal. Après, sinon, je suis d'accord, le fait que c'est un AAA générique avec des trucs qu'on a déjà vu partout. C'est un bon jeu, mais c'est des trucs qu'on a déjà vu, il n'y a aucune originalité. Même les phases qui veulent être originales, c'est-à-dire les phases d'infiltration, c'est un calvaire. C'est à chier, ouais, c'est non, c'est un calvaire. Voilà. Sinon, c'est super cool d'être Spider-Man. Il y a vraiment un truc qui m'a plu, c'est qu'en fait, contrairement à tous les autres jeux, parce qu'il emprunte à tous les autres jeux, mais contrairement à tous les autres jeux, le monde ouvert est ouvert dès le début. Dès le début, tu peux aller sur toute la carte si tu as envie. T'es pas obligé d'avancer dans l'histoire pour ouvrir au fur et à mesure toute la carte. Un peu comme un Saints Row, c'est-à-dire tu peux vraiment en verticalité, horizontalité, tu vas partout comme tu veux. Tu vas partout, tu fais ce que tu veux dès le début du jeu. Tu as juste un petit tutoriel qui doit durer 40 minutes, quelque chose comme ça, et après t'es lâché, tu fais ce que tu veux. 40 minutes, ouais. Bon, je vais pas me plaindre parce que je suis fan de Persona 5, mais bon. Non, mais voilà, je compte avec les cinématiques, etc. 40 minutes, 1 heure, et après t'es lâché dans le jeu et tu fais ce que tu as envie de faire. Voilà, moi j'ai même pas avancé l'histoire au tout début, j'ai fait plein de trucs. Ça c'est cool. Après, je suis pas d'accord sur le fait de la caméra. Moi j'ai pas eu de soucis avec. Et juste pour ajouter un dernier moment, j'ai joué sur PS4 Slim et il est vachement beau, il tourne nickel. Ouais, moi aussi j'ai pas testé sur Pro, mais sur la PS4 normale c'est nickel. Un jeu à toute épreuve. Un mot de la fin, Grégoire. Moi c'est juste sur le point de, je trouve pas ça
tellement dommage que le jeu soit pas novateur parce que c'est un jeu de super-héros et donc on s'attend quand même à quelque chose quand on nous parle de Spider-Man. Et puis ensuite, faut bien voir, la date choisie pour la sortie du jeu est pas anodine. En fait, il sort avant toutes les grosses licences qui vont sortir en fin de ce mois d'octobre. Ouais. Et donc en fait, à mon avis, ce que les développeurs derrière, ce que l'éditeur derrière veut, c'est capter une sorte d'audience qui va aller acheter sa licence et qui attend sa licence en octobre. D'où les checkpoints, un peu par exemple les tours d'Assassin's Creed. Ça fait forcément, le joueur qui va avoir l'expérience de Spider-Man va avoir la même expérience utilisateur que pour un Assassin's Creed. Et donc il y a peut-être un joueur sur 100, mais ce joueur sur 100 va aller acheter Spider-Man et pas Assassin's Creed derrière. Et à mon avis, c'était ça l'objectif. Et donc d'un point de vue des studios et de l'éditeur, je trouve que c'est finement pensé. Et le jeu est très bien conçu pour remplir cet objectif. Après, effectivement, on peut débattre sur le côté innovant, répétitif, enfin déjà vu, c'est vrai. Mais ça, encore une fois, quand c'est Spider-Man, c'est un super-héros, je veux dire... Non mais t'as pas besoin d'aller mettre des collectibles partout sur la map pour améliorer ton armure, tu peux trouver autre chose, tu vois. C'est ça que je peux lui reprocher, c'est que c'est feignant, alors que c'est un jeu qui a coûté extrêmement cher. S'ils mettaient de la production avant la recherche et développement, tant d'argent pour autre chose que aller faire la même chose que tout le monde, enfin, c'est ça que je voulais dire. Un très bon élève, donc un vrai bon jeu, un vrai jeu Marvel en fait. Non mais voilà, je taquine, mais bon. Il fait le taf. Voilà, est-ce que nous sommes avec Pierre désormais? Toujours pas. Toujours pas. On n'entend pas Pierre, hein, je suis désolé. Il attend le bus. Voilà. Non, on entend. Non. Alors, nous entendons Pierre dans la régie, ce qui est un bon début. Mais voilà. On peut mettre un petit jingle Eric. Bref, on peut continuer sur Spider-Man. On peut continuer sur Spider-Man, hein, voilà. Donc du coup, effectivement, un bon élève. Ce que tu disais, c'est intéressant ce que tu disais, Grégoire, c'est que effectivement, Spider-Man, la stratégie, c'est peut-être un peu de couper l'herbe sous le pied d'autres éditeurs qui pour sortiront un jeu. Plus précisément, en fait, je pense que c'est vraiment Sony. La stratégie de Sony, c'est capter les gens qui sont que sur PS4, puisqu'il y a les exclus, donc ils ont 3 gros exclus par an. Donc un jeu tous les 3 mois. Quand tu joues pas souvent aux jeux vidéo, t'achètes ton jeu tous les 3 mois, t'achètes FIFA ou Call of à côté. Enfin, je dis ça sans. Et c'est des jeux qui coûtent cher, qui se vendent bien, et Sony a sa stratégie, il capte un public comme ça, peut-être mieux que Microsoft n'arrive à le faire avec ses exclus, puisque c'est un jeu qui t'attend pas grand chose, mais c'est marrant parce que t'en fais 2 par an max et que t'es pas lassé. Après, à noter, juste à survoler un peu le sujet, l'histoire des costumes, il y a genre 30 costumes différents, et ça, c'est vraiment une bonne idée du jeu. C'est selon le costume que t'as pas les mêmes capacités, et t'as un gadget à côté, ça te débloque un gadget qui est différent selon les costumes que t'as. Puis sans spoiler, t'as des costumes qui sont super. Ouais, il y a des costumes qui sont vraiment cool, et ça peut te permettre de jouer, de combattre d'une manière différente que t'aurais envie par rapport, voilà. Donc voilà. On entend bowling, c'est je crois que j'entends. On entend Pierre. Pierre, comment vas-tu? Et nous voici par la magie du montage avec Pierre. Pierre, notre spécialiste jeux vidéo japonais et japanimation. Comment vas-tu? Ça va et toi? Eh bien écoute, pas trop mal. Tu vas nous parler aujourd'hui de Valkyria Chronicles 4, une nouvelle série de tactical RPG made in Sega d'ailleurs. Alors c'est pas une saga forcément très connue chez nous. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? On l'avait un petit peu perdu de vue avec le temps, ça fait quand même déjà 10 ans que le premier épisode est sorti, et pourtant on a eu par la suite que 2 épisodes sur PSP très discrets avant un long silence radio. Il aura fallu attendre le succès du remaster du premier épisode sur PC pour que Sega se décide enfin à relancer la machine, il était temps. Et nous avons donc ce 4e épisode qui nous parvient sur PS4, PC et Switch, j'ai envie de dire quelle époque. Et oui, quelle époque! Pour rappel, Valkyria Chronicles c'est un jeu de stratégie mi-tour par tour, mi-temps réel. Pour chaque mission du jeu, vous devez remplir un objectif préétabli sur des cartes diverses et variées. Vous démarrez votre tour avec une vue de dessus de la map où sont réparties vos unités combattantes et êtes attribué un certain nombre de points d'action. En utilisant un de ces points, vous pouvez contrôler une unité. Le jeu bascule alors en vue TPS et vous êtes le seul à pouvoir vous déplacer et tirer sur commande. En revanche, vous ne pouvez tirer qu'une seule fois et le moindre mouvement consomme votre jauge de déplacement. Une fois l'objectif accompli, vous remportez la partie. Alors tu nous as décrit le concept de base de la série, mais qu'est-ce que cet épisode apporte de neuf? Fondamentalement bien peu de choses. Le jeu reprend le moteur du premier épisode qui possédait un rendu graphique couleur pastel très chatoyante et qui finalement vieillit plutôt bien. Le jeu apporte également ces petites nouveautés un peu par-ci par-là, notamment une nouvelle classe d'unité. Donc pour rappel, chaque unité dispose d'une classe définissant sa spécialité. On a par exemple les scouts pour les déplacements sur de longues distances, les lancers pour adapter des armes lourdes, les snipers pour les tirs au sniper, etc. Et donc cet épisode introduit le grenadier qui peut tirer des grenades sur de longues distances pour faire des dégâts explosifs. Personnellement, j'avais peur que cette classe vienne faire de l'ombre au sniper, mais que nenni, finalement il s'intègre bien et se révèle très utile, notamment pour abattre des ennemis derrière un mur par exemple. Plus intéressant encore, le setting. Si le premier épisode se déroulait dans un cadre neutre, ce nouvel opus revisite la Seconde Guerre mondiale, mais pas n'importe où.
L'histoire nous propose de suivre un escadron de la Fédération devant mettre fin à un méchant empire sur des terres rappelant évidemment la Russie et son froid impitoyable. On saluera d'ailleurs l'écriture du jeu qui retranscrit parfaitement l'enfer du froid et de la neige dans lequel s'engouffrent les personnages. Plus qu'un obstacle, la neige est un ennemi mortel plus terrible que l'Empire lui-même. Concernant le level design, c'est également du très bon. Chaque mission de l'histoire principale introduit sa petite idée, son petit concept à lui seul qui le rend unique. On peut avoir par exemple un niveau avec des zones de feu à traverser ou des avalanches qui peuvent se produire, et tout un tas d'idées géniales comme ça. Je n'ai pas encore fini le jeu, mais j'ai atteint la moitié de l'histoire principale en 20-25 heures, donc je vous laisse imaginer le compte pour boucler toutes les missions, sachant qu'il y a en plus quelques missions à débloquer. Une bonne 50aine d'heures donc. À peu près. Mais beaucoup de contenu, beaucoup de possibilités, mais pour autant c'est pas forcément le pinacle du tactical. Ah non, quand même, loin de là. D'un point de vue global, si le jeu hérite des qualités de ses prédécesseurs, malheureusement il hérite aussi un peu de ses défauts, quoi. Sega n'a ainsi pas corrigé un des plus gros problèmes du système, le facteur chance qui est toujours trop présent. On peut parfois rater un tir alors qu'on est à 2 mètres de notre cible, c'est n'importe quoi. Parfois on peut même faire sa tactique bien parfaitement, se dire je vais positionner cette unité là, comme ça il réagira bien, comme ça et ça sera la tactique parfaite. Et sur un coup de malchance, l'ennemi esquivera l'attaque et ça va foire tout, et ça énerve et ça anéantit l'esprit et stratégie du jeu. C'est énervant. Bon, heureusement pour ça, on peut sauvegarder autant de fois qu'on veut en pleine partie, mais ne le dites à personne. Également, on a toujours ces allers-retours au quartier général entre chaque mission pour augmenter ses unités, ses armements, mais c'est des passages très longs, pénibles à faire. À chaque fois qu'on finit une mission, on est là à se dire « Oh, maintenant il faut que je retourne au quartier général » et c'est énervant. Je pense qu'il faudrait qu'ils trouvent un moyen de fluidifier, rendre ces phases-là un peu plus courtes, parce que à chaque fois c'est toujours pénible. Également, je parlerai un peu des musiques qui ne sont pas foncièrement mauvaises, mais qui sont dans le même ton que le premier, et qui donc sont assez oubliable, il n'y a pas vraiment de thème mémorable dans le jeu. Et enfin, je reprocherais le fait d'avoir repris le moteur du premier sans y avoir apporté de grosses modifications, que ce soit dans le rendu, les bruitages ou les interfaces, tout ça. Pour un jeu récent qui date, d'il y a 2-3 ans, je veux bien, mais pour un jeu qui a 10 ans, là ça passe un petit peu moins bien. Du coup, pour conclure, je dirais qu'à défaut de révolutionner le premier épisode, Valkyria Chronicles 4 peut au moins se targuer d'en être une bonne extension. Il est globalement d'une qualité équivalente au premier épisode, l'effet de découverte en moins. C'est un retour encourageant de la licence qui, espérons-le, trouvera son public cette fois, d'autant qu'une traduction française est enfin au rendez-vous à défaut des voix japonaises. Mais les voix anglaises sont quand même très bonnes, donc on leur pardonnera ça. Vous n'avez pas aimé le premier épisode, n'essayez même pas. Par contre, vous avez adoré le premier épisode et vous souhaitez découvrir la série, foncez. Et oui, foncez les amis. Alors comme tu l'as dit, c'est pas un jeu qui va forcément réinventer beaucoup de choses. Du coup, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée pour la série ? Ah non, on a tout un tutoriel au début qui nous réintroduit aux bases du jeu. En plus, cette nouvelle classe de grenadier est présentée comme toutes les autres classes qui étaient déjà présentes dans les précédents Valkyria. Donc c'est une très bonne porte d'entrée pour ceux qui veulent découvrir la série. Il n'y a pas de problème à démarrer par cet épisode-là plutôt que par le premier ou les épisodes sur PSP. Mais du coup, est-ce que le facteur chance ne vient pas court-circuiter un petit peu la logique de Tactical ? En fait, c'est que il y a un système au niveau des armes, c'est qu'on a une zone dans laquelle nos tirs, quand on est en train de viser, on a une zone dans laquelle nos tirs pourront aller durant le tir. On a un cercle qui définit la zone dans laquelle les balles pourront partir dans notre visée. Donc pour le cas du sniper, cette zone est très petite, mais pour les autres armes, ça peut être des rayons énormes qui font qu'on peut louper notre attaque même de très près. Et du coup, ça rend parfois le jeu très aléatoire. Donc heureusement, ce n'est pas tout le temps le cas, mais des fois, quand on est vraiment à côté d'un ennemi, une fois par 3 fois de suite, j'ai loupé un ennemi qui était à 2 mètres de mon lancier. Je peux vous garantir que ça fait rager. Alors, il me semble que tu as testé la version Switch. Qu'est-ce que ça donne à peu près techniquement ? La version Switch, elle tourne plutôt bien dans l'ensemble, même s'il y a quand même quelques bugs graphiques. Je me souviens surtout d'une cutscene où j'ai eu... Je ne sais pas si c'était un bug sur ma version ou si c'était quelque chose de général à cette console. Et une cutscene où il y avait des ombres pixelisées, mais j'ai jamais vu des ombres aussi pixelisées de toute ma vie dans un jeu, même la Nintendo 64, j'ai jamais vu des ombres comme ça. Et je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup Pierre pour ta critique de Valkyria Chronicles 4. On rappelle que c'est édité par Sega sur PS4, PC et Switch.
Tout de suite, on se retrouve en plateau avec le lancement de la pause musicale qui, je n'en doute pas, saura vous plaire. On se retrouve juste après, on s'écoute du coup Live and Learn, thème principal de Sonic Adventure 2. Je crois que tous les fans de ce Crush 40, tout à fait. Crush 40, groupe effectivement emmené par John Tsenoué, comme tu l'as dit. Thème canonique qui va réveiller la flamme au fond de tous les cœurs des fans des Sonic. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels. On s'écoutait un bon petit morceau, n'est-ce pas, Benjamin? L'un des meilleurs moments de la saga en 3D, n'est-ce pas? En 3D. Dans le meilleur jeu en 3D qui existe. Il fait bien de le mentionner sur le chat. Sonic Adventure 2. Chlornite qui nous dit toujours moins bon que Fist Bump de Sonic Forces. Voilà. Donc bon. Quelle horreur. Il y a une vieille maxime stipule que toutes les musiques de jeux Sonic sont bonnes, sauf celle de Sonic Forces. Oh là là, mais bien comme tu es méchant avec le thème de Infinite, enfin. Alors les amis, on s'excuse pour le petit problème technique qu'on a rencontré avec Pierre. On fera de notre mieux pour intégrer cette critique sur le replay. Pour l'heure, on va passer directement au débat. Si vous voulez bien. Alors, le débat, tout simplement, on va parler en deux temps Sonic et Sega, l'interpénétration des deux, comment est-ce que l'un a conditionné le destin de l'autre et vice-versa. Et on parlera un petit peu aussi de la stratégie de regain de Sega autour de licences historiques avec toi, Arnaud, dans une seconde partie. Les amis, c'est parti, Hyperlink numéro 65, Sonic, Sega, le complexe d'un hérisson. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé? Je monte à $100. Alors, Sonic, c'est quoi votre premier rapport avec Sonic, le moment où vous avez rencontré Sonic? Benjamin, peut-être pour Alors, commencer. je le dis dans mon intro, mais un jour... mais les gens n'ont pas lu le bouquin, pas encore. J'espère, bientôt. Mon père, un jour, il s'est ramené d'un vidéo futur, à l'époque où on pouvait acheter et louer des jeux. Et j'avais 6 ou 7 ans, on était en 96, et donc il m'a ramené Sonic 1, tout simplement, sur Mega Drive, un lustre après qu'il soit sorti. Et à partir de là, c'était l'escalade. L'escalade, qui n'a jamais redescendu. Qui n'a jamais redescendu, absolument. Arnaud, toi, ton premier contact avec Sonic? J'avais la Mega Drive petit, et j'avais Sonic 1, 2 et Sonic et Knuckles, donc j'étais un Sega Kid, Ouais. J'ai eu toutes les consoles Sega, donc dans la cour de récré, tu étais Team Sega. évidemment. À fond, évidemment. C'est un vrai. Florent? Moi je suis un Sega Fag. Sega Fag, pareil. Totalement, c'est pour ça que je voulais faire l'émission. Moi j'ai eu la Master System, j'ai eu toutes les consoles de Sega, je crois. Et Sonic, je suis amoureux. C'est mon collector Sonic Mania qui est là-bas, c'est pour vous dire. Voilà, donc moi je suis un fou de Sonic. Et voilà, j'ai eu la Mega Drive à l'époque. Un peu tard, j'ai eu la Mega Drive 2. Et après j'ai eu avec Sonic 1, Sonic 2. Tous les jeux qui sont là sont à moi. Enfin voilà, c'est pour dire que je suis un fou. Non, c'est faux. Fou de la Mega Drive. Oui, non, parce que j'ai ma Dreamcast et pas sur Paris, mais voilà, c'est. Voilà. Effectivement. Toi, Alexis? Moi, c'est pas très original, mais pareil, Sega Boy. Sonic 2, mon premier, je pense, est un des meilleurs souvenirs. J'ai adoré ce jeu, j'adore toujours y rejouer, c'est super. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, finalement, autour du plateau, alors Grégoire, à ton tour, mais il me semble que pour l'instant, il y a une majorité de gens qui ont grandi avec Sega. Parce que c'est ton cas. on est tous un peu nés en même temps aussi. À mon avis, moi je suis né, Sega était déjà quasiment morte. Mega Drive, j'ai pas connu ça. Sonic, le seul jeu que j'ai eu, ça devait être Sonic et Hedgehog 2 si c'est sorti sur Game Boy Advance, mais je suis même pas sûr que ce soit ce jeu-là qui soit sorti sur Game Boy Advance. Et moi c'est génération 96, donc je suis né avec la PlayStation qui a enterré Sega en tant que constructeur. Enfin voilà. Une deuxième fois, comme tu le disais tout à l'heure dans tes news. C'est ça, mais après Sonic, pour moi c'est plus un personnage de dessin animé et d'un univers cinématographique que jeu transmédia. Ouais. C'est ça. On en parlera évidemment tout à l'heure. Après moi, si je devais très rapidement, Sonic Adventure 2 sur GameCube, voilà, c'est mon premier contact. Et puis évidemment Sonic le Rebelle le matin sur TF1. Voilà, une série, on en parlera peut-être dans le Transmédia, ce sera le deuxième PJ qui fait le signe des cordes depuis la régie, donc à mon avis, il a connu ça aussi. Comment Sega finalement donne naissance à Sonic? Au moment où il donne naissance à Sonic, il donne naissance à une mascotte. On en a déjà parlé dans l'émission avec Mario sur Mario. C'est une manière de donner une image de sa propre marque, de s'adresser à un certain public aussi. Sonic, quelle image donne-t-il du jeu vidéo au moment où Sega le crée, Benjamin? Alors, j'ai écrit un livre pour expliquer ça. Mais oui, il est devant toi. C'est pour ça que je te pose la question. Mais en fait, il faut recontextualiser. C'est un peu comme Itchy et Scratchy et Spoochie. Spoochie, tu sais, cet épisode des Simpsons. Vous savez, les producteurs de la série disent « Oh, les gens en ont marre, il faut trouver un personnage qui est cool, qui dit wesh les amis, soyez cool, surfez la vague et tout. » L'anti-Mario. Et comme Mario, lui, il est un peu plat, un peu bedonnant et tout. Il incarne le gameplay parfait, mais c'est pas un visage. Sega, qui avait déjà un petit peu tracé sa route,
avait besoin d'une mascotte et le but c'était de faire un personnage un peu radical, un peu iconoclaste, dont l'identité visuelle et la créativité autour s'est mêlée au gameplay du jeu, mais c'est une autre histoire. Mais il fallait quelqu'un d'un peu péchu, un peu coquin, tu vois. Et c'est pour ça que quand on allume Sonic 1, on a un personnage qui fait non, tu vois, je suis un petit malin, tu vas jouer à mon jeu et tu vas aimer. Donc c'était avant tout un argument marketing qui s'inscrit dans la guerre un peu intestine des consoles des années 90. Et autant vous dire que Sega gagnera quelques manches, mais pas la guerre. Bah, évidemment. On peut peut-être ouvrir la question aux autres du plateau, mais c'est vrai que tu disais Mario c'est un gameplay pur, mais Sonic quand même suppose une décision de gameplay profonde qui était de jouer à un seul bouton. Oui, c'est tout l'argument en fait, effectivement, du début de Sonic 1, c'est que Mario se jouait avec 2 boutons, et en fait, pour jouer avec Sonic, bah, tu fais tout avec le même. Tu as 3 boutons sur Mega Drive, mais tu sautes et tu attaques avec le même. Donc c'est cette simplicité que Yuji Naka, j'ai une petite absence, voulait, et aussi c'était pas lié à une promesse de design et de gameplay, donc aller vite d'une, et de deux, designer des niveaux qui demandaient d'aller le plus haut possible, c'est-à-dire Green Hill Zone, donc le fameux. Quand tu vas en haut c'est plus facile, quand tu vas en bas c'est plus difficile. Ça, autant vous dire que cette promesse ne dure que dans le tout premier niveau du tout premier jeu, et qu'après on change, mais il y avait effectivement un cahier des charges savamment déterminé par Sega Japon. Alors Alexis, tu voulais rebondir à ce sujet? Et justement, c'est une vidéo de Game Spectrum qui parle d'abandon consenti du joueur dans Sonic, où il y a une perte de contrôle, et c'est ce qui rend l'expérience plaisante, alors que normalement dans un jeu vidéo, quand on est censé contrôler tout de A à Z, et c'est le moment où on perd le contrôle parce qu'il y a un bug, un lag, ou que ça rame ou quelque chose comme ça, que l'expérience devient désagréable. Et pourtant Sonic, surtout dans Sonic 2 avec le dash qui nous fait partir super vite, cette expérience-là, moi en tout cas en étant petit, je m'amusais juste parfois à partir super vite et à voir jusqu'où je pouvais aller, parce que je retrouvais pas ça chez Mario, qui était encore une fois le truc assez carré et tout ça. Et la proposition de rapidité dans un jeu comme Sonic, déjà à cette époque-là, ça paraissait absolument incroyable, et c'est peut-être quelque chose qui s'est perdu après sur les 3D. Ça s'est perdu dès le 2e niveau en fait. Marble Zone, c'est un niveau de plateforme. Oui. Florent? Ouais, notez aussi que développer Sonic à l'époque, ça a été toute une histoire, toute une aventure, parce que c'était très compliqué, il fallait jamais que ça lag, il fallait que ça revienne. Les consoles de l'époque, elles étaient quand même assez limitées, donc ça a été, au niveau de développement de Sonic, ça a été une grosse épreuve pour l'équipe, et comme tu as dit, c'est pour ça que dès le 2e niveau, en fait, ils ont lâché l'affaire de la toute vitesse tout le temps, parce que ça marche une fois, et après ils pouvaient pas, ça tenait pas, le jeu il aurait mis 6 ans à être développé, ils avaient plus la force, on va dire, de continuer à faire ça. Et même dans les suivants, le 2 et le 3, c'est pareil. Le premier, ça part très vite, et puis après les niveaux suivants, c'est moins rapide, quoi. C'est moins rapide. Toi, ton ressenti, Arnaud, au moment où tu y jouais, c'était... c'est un peu ce que tu disais, c'est que vraiment tu voulais aller vite. C'était tout le but, c'est Sonic qui va vite. Et donc tu t'essayais de trouver le meilleur moyen pour aller vite, et souvent tu restais bloqué par le level design qui était très vite. On voyait les limites du level design. Alors effectivement, sur le premier niveau ça marche très bien, sur Green Hill Zone ça marche très bien, et effectivement plus on avance, plus ça devenait laborieux. Moi je me souviens que mon expérience avec Sonic, c'était que j'adorais les premiers niveaux, et très vite j'avais plus envie d'y jouer. Donc, Et pourtant tu les as tous achetés et tu les as tous fait. Le 1, le 2 et Sonic et Knuckles. Et c'est vrai que Knuckles a un peu changé la donne, puisque son gameplay était assez différent, il pouvait planer, du coup c'était un peu bizarre. Il pouvait grimper au mur aussi. Il pouvait grimper au mur, il planait, il grimpait au mur, ça changeait un petit peu, ça restait Sonic mais c'était un peu différent. Mais non, mais effectivement c'était la vitesse avant tout, et c'est vrai que c'était différent de ce que proposait Nintendo. Plutôt différent. Toi Grégoire, du coup, niveau gameplay, est-ce que tu as pu jouer au vieux Sonic? Sonic et The Hedgehog 2, j'ai encore acheté une Mega Drive l'année dernière en fait, donc j'y ai joué à 3 jours. Mais après la vitesse, en fait le personnage de Sonic il a été aussi conçu pour incarner la vitesse de traitement de la Mega Drive à l'époque. Oui, c'est une vitrine technique effectivement. Symboliquement il a été conçu pour la Mega Drive avant d'être conçu comme mascotte de Sega, parce qu'ils avaient Alex Kidd encore qu'ils n'avaient pas enterré lors de la la naissance de Sonic. Et justement d'où le hérisson qui court vite, et le hérisson plutôt que le lapin, parce qu'il fallait attaquer en boule. Ça c'est la petite anecdote. Ils avaient pensé à un lapin. J'avais lu une interview de Takeshi Izuda qui expliquait comment ils avaient choisi un hérisson plutôt qu'un lapin. Mais après, je pense que le problème, c'est que la vitesse de Sonic, c'est trop
dissocié de l'image marketing du message que Sega comptait transmettre avec ses personnages, c'est-à-dire dire que la Mega Drive était meilleure que les autres consoles, traiter les consoles plus C'est-à-dire vite. qu'en fait la vitrine technique court-circuite la promesse de gameplay et que du coup au final le jeu n'était pas si plaisant et au final sur le long terme ça les a desservis. Alors sur le long terme oui ça les a desservis, mais immédiatement ils ont espéré que les utilisateurs fassent le lien entre ah bah oui il y a un personnage très rapide pour une console très rapide meilleur que les autres, et en fait les joueurs ont juste vu le personnage très rapide meilleur que les autres et on skip un peu la console. Mais pourtant Sonic, il y a eu d'autres licences à côté quand même pour vitrine technique. Là, je pense quand même notamment à Streets of Rage, des licences comme ça qui ont quand même. Ouais, mais Sonic a accompagné le lancement de toutes les consoles Sega à partir de la Mega Drive. Mais il y a Altered Beast quand même, qui a accompagné le lancement de. Oui, qui était aussi. Ouais, mais Sonic était offert avec le nouveau modèle de la Mega Drive et tout. Justement, il a été délibérément remplacé parce que Altered Beast était trop violent. Parce qu'il y a il y a deux poids deux mesures. Sega, l'éditeur edgy jusqu'au bout. Ah bah bien sûr. c'est les petits malins et ils l'ont embrassé jusqu'au bout. La Super Nintendo aussi, ils sont arrivés, ils ont fait F-Zero et Mario Kart avec leur mode 7, et là ça a été aussi la claque à l'époque. Moi je me rappelle. Ouais, Sonic il va vite, mais l'autre on a l'impression on est en 3D et on fait des courses de vaisseaux futuristes et d'un coup Sonic. C'est vrai, alors que du coup Sonic, les courses 3D de Sonic pour récupérer les émeraudes, c'était horrible. C'était quelque chose. On a parlé pas mal de jeux vidéo, on va peut-être parler de Sonic en tant que personnage, effectivement, avec le transmédia. On a teasé un peu Sonic le Rebelle tout à l'heure, mais c'est vrai que Sonic essaye un petit peu, comparé à Mario une fois encore, d'être un héros de son époque. C'est-à-dire qu'il est pensé, tu le disais dans ton bouquin, il me semble, les chaussures de Michael Jackson, plus les couleurs du père. On n'a pas présenté Michael Jackson. Le bouquin. Non, le bouquin. Oh là là, mon Dieu, le bouquin, il est édité chez Third Editions, évidemment, et c'est toi qui l'as écrit. Oui. Voilà, et donc il est formidable. Il faut l'acheter par paquet. Il faut l'acheter par paquet, et donc tu te livres à une analyse de la saga avec donc la genèse. Comment j'ai forcé ce moment, je suis Tu as forcé de ouf. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Donc tu traites la genèse, tu traites l'analyse du personnage, tu traites évidemment qu'est-ce que ça dit du jeu vidéo aussi. Oui, et quel l'héritage. L'héritage et surtout le rapport aux fans et à la nostalgie qui sont vraiment mes deux axes de recherche. Et la musification, parce qu'aujourd'hui ce qui est intéressant avec Sonic, c'est les fans. C'est ce que font les fans, c'est pas les jeux de Sega. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que le fait que le personnage soit un personnage transmédia qui soit véhiculé dans des dessins animés et dans des Happy Meal, des jouets aussi. Absolument. Ça a aidé une appropriation par le public aussi, d'une certaine manière. Oui, mais il faut replacer les choses dans le contexte. Quand tu parles de Happy Meal, c'était juste dans les années 90, à l'époque où il y avait le ballon de la parade Macy's, ce genre de choses. C'était impossible d'y échapper. C'était un petit Pokémon en 96, Sonic à l'échelle américaine. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, mais effectivement, il a accompagné tous les médias possibles, imaginables. Il y a eu des bons dessins animés, il y a eu des mauvais dessins animés. Il y a eu un film, il y en a un qui arrive en 2019 qui est très mystérieux, il fait un peu peur. Avec Jim Carrey en Robotnik. J'ai un peu hâte, mais effectivement, il existe, il a dépassé le cadre du jeu vidéo depuis très longtemps, et toujours avec cette dimension un peu ironique que les fans lui prêtent plus ou moins volontairement. C'est vrai, l'ironie, tu fais bien mettre le doigt dessus, c'est qu'il y a beaucoup de fan art. Est-ce que vous en consultez un petit peu? Si tu tapes ton prénom avec Hedgehog derrière. C'est le meilleur des jeux, ça, sur DeviantArt. C'est ouf. Arnaud the Hedgehog, ça donne quoi? J'ai jamais regardé. Il faut tester, c'est le jeu officiel. C'est un enfant de 5 ans qui a fait un hérisson en mode Sonic et tu te retrouves dedans. À chaque fois, ils sont tous différents, c'est assez drôle. Et ce qui est ironique aussi, maintenant, je trouve, c'est que maintenant Sonic il survit dans des jeux Nintendo. Je trouve dans Mario et Sonic. Dans Mario et Sonic, ça se trouve, il sera dans Smash Bros. J'en sais rien. C'est assez marrant. Il sera dans Smash Bros. Il y est. Non, il y est. Je suis pas spécialiste de Smash Bros. Donc non, mais c'est voilà. Il est déjà depuis là. C'est que Sonic devait être dans. Il y avait des plans pour mettre Sonic dans Melee à l'époque où Sega était mal en point après l'échec de la Dreamcast, et Sonic Aventure de Battle, était une manière aussi de mettre Sonic un peu chez la GameCube. Moi, je sais, mon petit neveu, il croit que Sonic c'est un personnage Nintendo, et à chaque fois, ça me fait mal. Mais faut lui faire jouer à Sonic Forces sur PS4 pour qu'il comprenne. Voilà. Quel terrible parent tu serais, Karel. Oui, je suis un parent terrible. Je vais lui faire jouer à Sonic. Je vais lui faire jouer à Sonic Mania sur ma Twitch. Ça c'est mieux. Sonic Mania. Alors, tu disais avant de passer à Sonic Mania, à la réappropriation du public sous l'angle du jeu vidéo pur. Là, on reste vraiment sur le personnage. Est-ce que ça te dit pas quelque chose aussi d'un certain rapport un peu cynique à la pop culture, avec des personnages qu'on détourne dans tous les sens, et que Sonic en serait l'une des principales victimes? Non, c'est vraiment un phénomène lié à Sonic. C'est intrinsèquement lié à Sonic. Parce que Sonic a perdu toute sa superbe, tout son cool, il y a très longtemps, environ, quand il est passé à la 3D, ça alors. Et c'est vraiment un phénomène qui lui est propre. Parce que c'était un petit malin au début. Du coup, maintenant, avec Sonic, avec Sonic, avec les mêmes idiots, ce genre de choses, avec le Sonic Cycle et tout ce genre de phénomènes liés aux sagas et aux phénomènes de fans, c'est pas quelque chose qu'on peut étendre à autre chose.
chose. En tout cas pas à Sega. Mais surtout, ce qu'on peut noter, c'est que depuis, je vais dire depuis la Mega Drive, mais on n'a pas vraiment eu de bon Sonic. Le dernier bon Sonic, finalement, c'est Sonic Mania. On a quand même enchaîné un peu les bouses. Non, Sonic Adventure 2 était cool. Non, enfin le 2. Franchement, il va falloir être cette personne. Les Adventures sont pas si mal, le 2 est très bien. Heroes est un peu potable, Colors va, et puis après bon. Après il y a Sonic Dash qui a percé un peu sur mobile. Il y a en 2013. Oui, mais il obéit une formule, il n'y a rien de créatif dans Sonic Dash. C'est sûr, mais c'est pas une bouse. Mais Sonic Génération, c'était pas trop mal. Aussi. Oui, mais pour le coup, c'est un musée vivant, donc c'est un peu triché. Voilà, c'est comme Mania. Disons c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour exister en tant que jeu vidéo, Sonic doit explorer sa propre histoire. Mania, c'est un peu particulier, c'est là peut-être qu'on va en venir au jeu indé. C'est un cas extrêmement particulier qui est très significatif. Mais la question de la réactualisation par le jeu indé, on va en parler après la pause. Mais dernière question peut-être, Sonic est-il prisonnier de son fandom? C'est-à-dire, on a un épisode, je prends Sonic Boom par exemple, il y a carrément une parodie de Misery où Sonic se casse la jambe et où un shitty friend le force à lire des fanfics de Sonic. Et genre, est-ce qu'on n'a pas atteint le point absolu de non-retour et Sonic n'est pas sauvable en fait? Oui, mais en fait c'est un peu un syndrome de Stockholm, parce que là quand même les deux derniers jeux sont quand même intéressants. On a Sonic Mania qui est littéralement une œuvre de fan excellente, et de l'autre on a Sonic Forces qui est une mauvaise fanfiction mais canonique quand même. Donc évidemment que les fans s'en sont emparés et qu'ils font les meilleurs trucs. Donc oui, il est prisonnier, mais il est bien installé confortablement et on lui sert des raisins de temps en temps. Pardon. Il est prisonnier parce que même au niveau de la com de Sega, au final, quand on regarde le compte Twitter de Sonic, le compte officiel, c'est complètement dans la parodie. Ça c'est super intéressant. Dans le second degré. Alors c'est très drôle, hein, j'adore voir ce Twitter, ils ont énormément de bonnes idées, c'est très marrant, mais le personnage est dans la parodie de lui-même en fait. Sani qui est embrassé par Sega. Il n'y a qu'un seul mec derrière, effectivement, il est arrivé chez Sega un jour et le truc était super chiant et tout complètement consensuel, et il s'est dit je vais embrasser le rôle du personnage, et à partir de là c'est même des trucs ironiques, etc. Florent, tu voulais rebondir il me semble? Oui, moi en fait ce qui m'attriste surtout c'est que Sega ne met plus de moyens pour faire un bon jeu Sonic, tout simplement, c'est ça en fait. On a l'impression, le dernier, la Forces, il y a des effets partout et tout, mais en fait il n'y a pas la Sonic Team, ils sont plus que genre 12 là-dedans, enfin j'en sais rien. C'est pas qu'il n'y a pas de moyens, c'est qu'ils comprennent pas ce que les fans attendent d'eux. Il y a des moyens trop limités et avec des gens qui ne comprennent plus ce qu'est Sonic. Même les créateurs originaux, ils comprennent même plus leur personnage. Donc ça qui est dommage, ça qui est vraiment dommage. Grégoire. Après il y a aussi un problème en termes d'essence même du personnage. La vitesse de Sonic c'est devenu un peu un défaut quand même pour faire un jeu aujourd'hui. Enfin, rebondir sur des boutons en prenant des accélérateurs, c'est beaucoup moins... c'est tout la question de la 3D en fait. C'est pas du tout ce que demande un joueur aujourd'hui. Il va vouloir de l'interactivité, de l'expérience de jeu, et en fait le personnage même de Sonic permet plus d'offrir la même expérience qu'un joueur attend aujourd'hui. C'est peut-être un petit peu le mot de la fin de cette première partie. Une question avant de prendre la pause. Qui est votre shitty friend préféré? Qui se lance? Il y a quand même Amy. Ouais. Amy Rose? J'aime bien Amy Rose. Tu aimes bien Amy Rose, ok, donc t'es plutôt que Team Sonic CD du coup. Ouais. Ok. Shadow. Alexis. Shadow? Oh, Alexis, tu me... Ok, bon, c'est mignon, c'est mignon. Et toi, Benoît? Benjamin? Pardon. Attention avec ça. J'aimerais que tu cites le tien parce qu'il est fantastique, mais moi je veux citer Styx, la blérelle conspirationniste de Sonic Boom. C'est trop drôle. C'est un personnage. Oui, peut-être que le 11 septembre n'avait pas lieu. Tu vois, elle peut sortir ce genre de conneries et c'est absolument, ça me fait rire, ça me fait mourir de rire. On parle d'une série où Knuckles fait également des théories sur le gender et tout ça. C'est assez incroyable. Regardez Sonic Boom, c'est vraiment bien sur Netflix encore, toujours il me semble. Ça a été un moment, mais oui, sinon c'est sur Gulli 24/7. Ok, Arnaud? Moi je les déteste tous, donc c'est assez simple. C'est difficile, mais ouais, Sonic est devenu un peu son propre shitty friend, j'ai l'impression de lui-même. Shitty friend, c'est toi, c'est moi, il est dans nos cœurs à tous. Et toi, Grégoire, avant qu'on passe au Shadow. Shadow, pareil, deux points pour Shadow en plateau, mon dieu. Cite les tiens, Karel, ils sont trop bien. J'en ai deux, c'est E102 Gamma parce que c'est Nier Automata avant l'heure dans Sonic Adventure 1, voilà, les vrais sauront. Et sinon Vector l'alligator parce qu'il joue du piano et qu'il imite Colombo, évidemment. C'est le meilleur. Et tu l'as dessiné sur mes petites dédicaces avant l'émission. Merci à toi. On se retrouve juste après la pause. On va s'écouter, il me semble, un thème de Streets of Rage pour parler effectivement de la réappropriation de Sega, du patrimoine de Sega par Streets of Rage 2. Oui, on va parler de la réappropriation des licences par les indés, comment Sega travaille avec Dotemu. On en parlera après la pause avec toi, Arnaud. À tout de suite.
De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels. On continue le débat avec Benjamin qui invente une nouvelle danse pour le générique. Tu sais que ça va finir en gif, ça, hein? Eh bah, très bien. Je serai prêt à assumer. Voilà, donc on aura un gif pour Florent, un gif pour Benjamin, c'est fantastique. On s'est laissé en fin de première partie en parlant de Sonic Mania, et je pense que c'était un peu le mot magique pour amorcer la transition vers le Sega un peu d'aujourd'hui, qui a envie de voir revenir certaines franchises historiques pour provoquer l'attachement du public sur quelque chose d'un peu irrationnel, à défaut de pouvoir leur proposer, d'avoir le savoir-faire, de proposer une nouvelle façon de jouer. Et pourquoi ne pas aller chercher le savoir-faire où il se trouve? Et donc chez Dotemu par exemple, avec alors Wonder Boy. Est-ce que c'était vous qui êtes allé voir Sega ou est-ce que c'est Sega qui est venu vous voir? Alors le cas de Wonder Boy et de Street of Rage sont en fait les mêmes, c'est nous qui sommes allés voir Sega. D'accord. Donc Wonder Boy c'est un jeu développé par Lizard Cube. Donc Omar Cornu et Ben Fiques se sont vraiment. Alors Omar c'est très certainement le plus grand collectionneur Master System en Europe, c'est sûr. C'est un fou. Possiblement au monde aussi. C'est un fou. Il a tous les jeux. Il a toutes les consoles, toutes les versions brésiliennes, tout ce qu'on veut. Et du coup lui ça faisait depuis le jeu, ça faisait 25 ans qu'il voulait faire ce remake. Quand il était petit déjà il disait je veux faire ce remake. Et donc il s'est mis en collaboration avec Ben Fiquet qui est un auteur de BD et maintenant travaille dans le jeu vidéo. Ils avaient déjà travaillé ensemble. Ils sont venus nous présenter leur projet Wonder Boy. Et nous on a vu ça, on a kiffé, hein. C'est assez simple, le jeu était formidable dès le début, dès les premiers artworks c'était formidable, du coup nous on a dit ok allons-y. Le souci c'est qu'ils n'avaient pas la licence, ils avaient la licence du jeu, ils avaient les droits du jeu, du contenu du jeu, ils avaient réussi à les avoir avec le créateur original, mais le nom Wonder Boy appartient à Sega. Donc c'est là que Dotemu est vraiment rentré en jeu. Nous on a l'habitude de travailler avec des sociétés japonaises, on fait ça depuis plus de 10 ans, on a l'habitude de travailler avec des licences, donc on est allé voir Sega, on a dit voilà on a ce jeu là, on a ce projet, est-ce qu'on peut avoir la licence s'il vous plaît, et ils nous ont dit oui tout simplement. Et Street of Rage c'est un peu différent, à la fin du développement de Wonder Boy on cherchait d'autres projets, on cherche toujours ça, des nouveaux projets, et on avait tous très envie de faire Street of Rage, forcément on a tous grandi avec, on est tous des très très gros fans, et on se disait au début Sega ils vont jamais vouloir, Street of Rage c'est tellement gros, ils vont nous dire non. Mais nous on a fait c'est pas grave, on va tenter, ça mange pas de pain. Du coup nous on avait très envie, Lizard Cube avait très envie, en fait, et il y avait Guard Crush Game aussi, le troisième studio qui bosse sur le jeu. Et on s'est tous retrouvés autour du projet et on s'est dit allez on tente, on va leur proposer, et on est allé les voir et on leur dit voilà on a ce projet, on veut faire ça, on leur a montré ce qu'on voulait faire tout simplement, on avait des artworks, des travaux préparatoires, on a dit voilà vous avez vu ce qu'on fait avec Wonder Boy, vous avez vu déjà ce qu'on a fait, est-ce que vous nous laissez faire Street of Rage 4? Et ils ont dit oui. Donc ils n'ont pas attendu que le public reçoivent Wonder Boy pour donner le feu vert à Street of Rage 4. D'accord, ok, donc vous avez déjà parti. Après, j'ai pas les détails des discussions, des signatures de contrats, c'est pas la partie de mon travail, mais en tout cas, on est allé les voir dès la fin de la production de Wonder Boy. Nous, on a commencé à travailler sur Street of Rage 4. Ok, c'est assez intéressant de voir. En parallèle de Sonic Mania, je sais pas comment vous avez reçu, si vous avez commencé à travailler dessus au moment où Sonic Mania. Vous aviez connaissance de Sonic Mania au moment où vous avez commencé à travailler sur Wonder Boy ou pas? Alors, quand est sorti Sonic Mania? Sonic Mania 2017. 2017. Il était annoncé en août 2017. Août 2017, ça veut dire qu'on a sorti Wonder Boy avant eux? Oui. D'accord. Si tu le dis. Ouais, avril 2017 Wonder Boy. Donc je pense qu'on était déjà au courant, mais après Wonder Boy, comme je dis, c'était vraiment un projet de pur fan. Ça faisait 30 ans qu'il voulait le faire, Omar, et oui, une petite anecdote, c'est quand il a rencontré Michael Guerre qui fait la musique de Wonder Boy, qui a fait la musique de cette version-là. Il l'a rencontré il y a 20 ans à une fête ou à une soirée, je me souviens plus, et il avait vu que ce mec il avait une borne, il avait plein de trucs de collection de Wonder Boy, et il lui a dit t'es musicien, tu kiffes Wonder Boy? Il dit ouais, et il dit toi quand je ferai un jeu plus tard, je t'appellerai, on fera la musique, on fera le jeu et tu feras la musique. Et effectivement il a fait la musique de Wonder Boy, donc c'est vraiment un gros jeu de passionné. Donc le projet de base était là, nous on est allé, le projet était formidable, donc de base qui est Sonic Mania ou non, on aurait dit oui. Clairement. Mais du coup, c'est assez intéressant de voir qu'il y a un faisceau, quand même, il y a une cohérence. Il y a Sonic Mania qui sort, il y a Wonder Boy qui sort, il y a Streets of Rage qui va sortir. Alors, il va sortir, je sais pas quand il va sortir. Voilà. Trop tôt pour le dire. Voilà, on n'aura pas de date, j'imagine. Tant pis. Ça y est, t'as tenté. J'ai tenté, c'est pas grave. J'ai une autre question, si tu veux. Vas-y. Alors, du coup, j'avais une vraie question. Et la première fausse question à laquelle je sais pas si tu peux répondre, c'est est-ce que Koshiro va revenir sur Street of Rage? Je le savais. Il est à Paris la semaine prochaine à la Gaîté Lyrique. Il est à Paris, oui, à la Gaîté Lyrique.
donc il est à Paris et... Non, Ah bah, non, d'accord. Écoute, la musique c'est extrêmement important. On sait que c'est super important la l'identité musique de pour Streets of Rage. On le Surtout sait chez très Sega, bien. surtout chez Sega, mais en général, la musique c'est très important. Et pour nous, pour ce projet-là, c'est effectivement aussi important que le gameplay ou les graphismes. Enfin, clairement, c'est une pierre angulaire du jeu, hein, on le sait. Mais il est trop tôt pour le dire. On vous garde des annonces. On annoncera ça en temps voulu. Vous inquiétez pas, il y aura des choses à dire sur la musique. Mais plus sérieusement, comment vous travaillez avec les parties prenantes, enfin les ayants droit? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Est-ce qu'ils vérifient votre travail étape par étape, ils valident des choses? Comment ça se passe au quotidien? Est-ce que vous avez une carte blanche et on verra le produit à la fin ou... C'est au cas par cas en fait. Mais là pour Street of Rage, pour Street of Rage, alors moi du côté production, je sais que on a des envois de build tout simplement, on a des deadlines où on dit voilà on vous envoie ça et on leur demande leur feedback. Et eux c'est surtout, on a principalement carte blanche, hein, voilà. Mais effectivement on aime avoir leur feedback parce que ça reste leur licence. Est-ce que sur Wonder Boy ils sont venus vers vous à des moments pour dire non, jamais ils ont dit ça parce que vous pouvez plutôt. Non, jamais. Et là, Street of Rage, c'est plutôt du côté business où là, il y a vraiment une part de Sega qui est assez importante, forcément, parce que ça reste leur licence, tout ça. Mais c'est vrai qu'au niveau créa, il y a quand même une confiance qui est là, déjà parce qu'il y a eu Wonder Boy avant. Oui. Donc clairement, ça marque déjà facilement le partenariat suivant. Puis il y a toute notre expérience aussi. On a travaillé avec Square, par exemple, on a fait Final Fantasy VII sur PlayStation 4. Donc on a vraiment cette expérience, cette habitude de travailler avec les licenciés, puis nous on sait aussi vers quoi on peut aller, vers quoi on ne peut pas aller. Donc déjà de base, on a toute cette expérience qui nous aide dans les projets tout simplement en fait. Donc moi à ma connaissance du côté marketing, c'est vrai qu'on fait valider par Sega forcément, mais créativement on a carte blanche. D'accord. C'est intéressant. Florent? Oui, parce que moi, il y a une question qui m'intéresse, c'est de savoir, parce que c'est tous des éditeurs, Sega, Sony, etc. Vous êtes aussi éditeur chez Dotemu. Ouais. Qui a les droits d'édition alors? C'est vous ou c'est l'éditeur original? C'est nous qui éditons Street of Rage 4. Vous payez le droit d'utiliser la licence à l'éditeur original. Alors là, j'ai pas les détails du contrat, mais effectivement, une part, en général, les contrats, c'est un pourcentage qui va sur les ventes. C'est un contrat assez classique de. Donc c'est vous qui prenez les risques en fait. Ah oui, on prend totalement, complètement tous les risques. C'est la base de notre travail, c'est ce qu'on a toujours fait. Effectivement, ça aussi, c'est quelque chose qui aide dans les conversations. Quand on parle avec des ayants droit, on leur dit, voilà, faites-nous confiance, et si ça marche pas, de toute façon, nous, on vous montre le projet en cours de route, vous allez pouvoir voir que ça va dans le sens de la licence, qu'on est là pour respecter la licence, on n'est pas là pour faire n'importe quoi avec, on est des fans, donc de base, on veut faire les choses bien. Vous, de toute façon, vous ne prenez pas de risques, on prend tous les risques, et vous, tout ce que vous avez à gagner, c'est de l'argent. Ouais. Et voilà, c'est en gros c'est comment que ça fonctionne tout simplement, et c'est assez successful pour l'instant, et nous on prend beaucoup de plaisir parce que pouvoir travailler sur un Street of Rage, c'est un rêve de gosse pour toute l'équipe en fait. Donc, et Windjammers 2 et Windjammers aussi, on n'a pas parlé mais oui, non mais c'est pas Sega. Non, c'est pas Sega. Mais effectivement c'est assez important, c'est assez intéressant de voir une licence qui ressurgit comme ça, et on va suivre ça de très très près aussi, hein. Je ne sais pas, peut-être dans le Before eSport il y aura des choses à dire. Je pense qu'on va réinviter Arnaud dans le Before eSport, on parlera de Windjammers quand il sortira. En faisant nos bails en off, si vous voulez bien, histoire qu'on avance un tout petit peu dans le débat. Mais c'est vrai qu'effectivement, Sega, ce qui est intéressant, c'est qu'il essaie vraiment de relancer une image de marque complète. Streets of Rage en partie, il participe beaucoup, mais il disait qu'il voulait vraiment relancer beaucoup de jeux différents. Alors Sega, c'est plus le même qu'il y a 10 ans. Hein. Aujourd'hui, ce qui cartonne, c'est Yakuza. Ils ont annoncé Project Eyes, Project Judge, pardon. Il y a un truc aussi, c'est les jeux PC. Sega, ils sont tenus la cerise pendant des années grâce aux jeux PC, hein. Total War, etc. C'est grâce à ça qu'ils n'ont pas définitivement coulé. Hein. Two Point Hospital. Two Point Hospital, Football Manager. Football Manager, ils ont vendu des si on fait le cycle complet, c'est le jeu PC qui leur a permis de racheter Atlus, qui leur a permis ensuite de oui, parce qu'ils n'ont pas été bêtes, ils n'avaient pas beaucoup de cash flow, enfin d'argent. Ils ont on va investir sur le PC, ça coûte un peu moins cher, ils ont acheté 2-3 studios, au fur et à mesure, c'est comme ça qu'ils sont refaits, quoi. Donc ça n'a pas été bête. C'est en 2005 qu'ils ont commencé avec Creative Assembly, donc les créateurs de Total War, et pendant 7-8 ans, parce que c'est en 2013 qu'ils ont racheté la maison mère d'Atlus, donc pendant ces 8 années-là, ils ont vraiment et ils continuent d'investir dans le jeu PC vu qu'ils viennent de racheter, ils ont racheté la licence Endless Space. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même s'ils conservent ce socle PC assez important, c'est qu'aujourd'hui, notamment grâce à Atlus, avec Persona 5 qui a
péter les scores à peu près à tous les niveaux. Et l'exploitation un peu abusive de Persona 4 avec les jeux de danse, etc. Sega subordonne quand même beaucoup son image de marque aujourd'hui aux jeux japonais. Oui. Et le fait de refaire revenir des vieilles licences aussi avec Yakuza, avec les Kiwami, etc. Et le fait de faire un espèce de cycle pour parler au gaijin. Streets of Rage, ça serait un petit peu là-dedans aussi. Est-ce que finalement, quand on a le président de Sega qui dit que le truc qui va relancer la machine, c'est de Sakura Wars, quel regard est-ce que vous portez dessus ? Est-ce que ça vous paraît ? Parce que Valkyria Chronicles est une série qui marche plutôt, qui revient. On aurait pu en parler avec Pierre. Qui marche, qui a quand même une bonne réception. Mais le tactical RPG, c'est un genre qui est assez spécifique. A fortiori, la branche japonaise du tactical RPG. Est-ce que Sakura Wars, c'est l'image du Sega reconquérant à votre sens, quoi ? Je sais pas, écoute, Fire Emblem ça marche, donc ils auraient tort de se priver si ça leur coûte pas trop cher, et s'ils veulent refaire un truc bien, pourquoi pas ? Enfin, je sais pas, j'ai pas. Non, mais voilà, je pose la question, c'est quand même un gros risque. Gros, je suis pas si sûr. Je suis pas sûr que ce soit si gros. Après, pour remettre dans le contexte, c'est le président de Sega qui parle et qui déclare ça. Donc en fait, il peut pas dire autre chose que ça va relancer la machine. Ça va bider. C'est ça. Je veux dire. Non, mais c'est comme si le patron de Netflix ou d'Amazon sort. Ne regardez pas Iron Fist saison 2, c'est nul. Il s'adresse à qui ? Il s'adresse pas aux fans. Si en partie, mais en tête, il a les actionnaires et les investisseurs derrière. Je veux dire, Sega, la dématérialisation des jeux, ça a été un regain pour eux, une bouffée d'oxygène. En plus du jeu sur PC, il y a le jeu mobile qui marche pas mal pour eux. Ouais, parce que Sakura Wars, c'est très confidentiel. C'est ça. Donc, c'est se dire que le patron est producteur exécutif sur ce jeu-là et essaie vraiment de le pousser et conditionne la relance de Sega à ce jeu-là. Est-ce que c'est pas un peu risqué ? Il y a le patron d'Air France qui a conditionné la relance et puis on a vu comment ça a fini. Mais je suis pas sûr que Sega conditionne vraiment sa relance avec toutes ses licences japonaises, que c'est très bien dit dans le début de ton livre, justement, l'ADN de Sega est quand même très très occidental au début. C'est une compagnie excellente. Ça allait rester. Ça a toujours été un diagramme de veine entre les deux compagnies aujourd'hui, notamment dans la construction du personnage, mais c'est une autre histoire. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'éditeurs japonais qui laissent des gaijin utiliser leur licence comme vous pouvez le faire ? Pour moi, c'est quand même assez. Il y a eu Capcom avec Devil May Cry peut-être, mais c'est une entreprise américaine à la base qui, maintenant c'est identifié comme une entreprise vraiment japonaise, mais je suis pas sûr qu'ils conditionnent vraiment ça aux réussites de jeux japonais. Leur relance, pour moi, ils gagnent beaucoup d'argent avec les Total War. Football Manager, ça leur apporte une monstre. Ouais. Parce que personne ne bien vendu, mais moins que des Football Manager par exemple. Après, il faut se dire que c'est aussi le président de Sega Japan, j'imagine. Haruki Satomi, ouais. Donc voilà, lui, il a sa vision de Sega Japan qui est différente de celle de Sega US. Ils ont toujours su, plus que Nintendo peut-être. Ils ont peut-être eu plus conscience du marché occidental que Nintendo, ou plus rapidement, ce qui leur a permis d'ailleurs avec la Mega Drive de gagner certains marchés. Bon, après, peut-être qu'ils ont perdu plus tard, mais par rapport à la Super NES, parce que Sega avait une idée plus globale déjà de base, et ils savent voir des opportunités que Nintendo, par exemple, n'a jamais vues. Dans le cas pour revenir sur Sega Japan, par exemple, Sonic Mania, c'est un projet Sega US. Donc du coup, pour le président de Sega Japan, pour lui, Sakura Wars, c'est peut-être le jeu qui rapporte en termes de chiffres le plus d'argent. Donc pour lui, et puis il faut aussi se dire que Sakura Wars, c'est un jeu qui doit être vendu 70 €, j'imagine. Alors qu'un Sonic Mania, c'est un jeu qui est vendu 15 €, je crois. Peut-être 20, 25. Même si en termes de vente, de chiffres de vente, de copies vendues, effectivement, Sonic Mania, il y en a peut-être plus. En termes de revenus, Sakura Wars est peut-être plus important, peut-être plus intéressant. Donc, c'est un cas très à part aussi. Après, c'est vrai qu'il faut à chaque fois remettre ce genre de truc dans le contexte. C'est toujours un peu particulier. Surtout des entreprises comme ça qui sont un peu éparpillées dans le monde. Un mot de la fin avant que je vous pose la dernière question qui clôt le débat. Est-ce que vous allez faire Shinobi ou Golden Axe après ? Alors moi personnellement je kiffe un nouveau Shinobi 5. Un nouveau Shinobi, ce serait mon kiff, mais là c'est vrai qu'on est sur Streets of Rage, on a déjà pas mal de pain sur la planche et puis Windjammers 2 à côté. J'imagine. Donc moi je pousse Non, est-ce qu'il y a des choses chez Dotemu que vous faites, parce que beaucoup avec Sega, donc Windjammers aussi qui est Neo Geo, SNK, mais est-ce qu'il y a des pistes de jeux que vous vouliez faire chez d'autres éditeurs ? Est-ce qu'il y a des choses des trucs fous, on a des milliards d'idées. Et on est tous des fans de rétro gaming, donc moi déjà j'adorerais bosser avec Capcom, forcément. Ça c'est la base. Capcom, Konami, on a des milliards d'idées. Ça c'est.
Ça, après, c'est beaucoup de travail avec aller les voir, aller proposer des projets qui valent le coup, qui soient d'accord, parce que certains ne sont pas d'accord, certains préfèrent garder le travail chez eux. C'est toujours un peu particulier. Certains, comme Sega, nous permettent de travailler comme ça et c'est vraiment cool. Et je pense que Sonic Mania, effectivement, leur a montré que des fans peuvent faire des jeux qui plaisent. Et ça aide plus le cas Wonder Boy, qui est aussi un peu à part, mais qui est aussi un jeu de fans au final. Donc ouais, non, nous on a des milliards d'idées. Donc si vous êtes éditeur japonais et que vous voulez donner des licences, faites-moi signe. C'est pas forcément japonais d'ailleurs, c'était ma question. Non, pas forcément japonais. On suivra ça de très très près. Alors tu as un petit peu anticipé ma question, mais par la tangente, il y a beaucoup de suggestions de nouveaux jeux Sega, de rêves qui s'expriment sur le chat. Je vois Super Monkey Ball, je vois Panzer Dragoon. Ah oui. Voilà, des jeux comme ça. Un nouveau de cette radio, je vois... un nouveau Knights qu'on comprendra toujours pas. Quel jeu Sega vous aimeriez voir? Voilà, si Sega devait annoncer un nouveau jeu, là tout de suite, ce serait lequel pour vous? C'est vrai qu'un Super Monkey Ball 3 un peu classique, ça n'arrivera jamais, mais c'est comme Rayman 4, tu sais, c'est un fantasme que je me permets de temps en temps. Et pourtant le gyroscope de la Switch? Non, mais tout le gameplay de Super Monkey Ball, c'est le stick, c'est tout. Donc malheureusement, après celui sur Wii, on a perdu la série. C'est vrai que en plus c'est Nagoshi, donc il bosse sur Yakuza, donc il a plus trop envie de bosser dessus aussi. Enfin voilà, disons que c'est un caméo dans Yakuza, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, on va dire. On verra. Fortibus. On verra. Alexis. Space Channel. Special oui. Ou un Echo aussi, j'aimerais bien, mais voilà. Ouais, Echo 2 déjà, Echo 2 il était fou. Oui, un bon. C'est vrai qu'Echo en open world avec un open world sous-marin. Non mais c'est con, mais un open world sous-marin, c'est avec un open world sous-marin avec des collectibles un petit peu partout. Oui, des coquillages, bonne idée. Ce serait assez rigolo. Avec des tours et un truc RPG. Voilà. Avec des tours de corail, comme ça. Comme ça, tu es un sonar et tu débloques des pans entiers de la carte. En vrai, on est en train, on tient un truc. On tient un truc. Je le tamponne tout ce soir. Florent. Moi, il est là. Je voudrais voir la suite de Castle of Illusion, mais un vrai bon jeu, pas World of Illusion, genre un nouveau jeu Sega avec Mickey quoi. Ils sont un vrai bon truc, occupés avec Square Enix en ce moment, je crois, à Disney. Ouais, non, ils ont eu une licence pour Kingdom Hearts, mais un vrai jeu Mickey quoi. Comme Sega, ils savaient les faire à l'époque et c'était vraiment cool. Comme Epic Mickey. Epic Mickey. Non, s'il te plaît. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Arnaud, toi? Alors ça dépend. Est-ce que c'est un jeu que ressort Sega ou est-ce que c'est un jeu que ressort quelqu'un d'autre, genre Dotemu, et c'est une licence Sega? Alors parce que en gros j'ai deux réponses. En gros, Sega qui déboule au Tokyo Game Show, qui dit voilà, on a un nouveau jeu. Paf. Bon alors pour ça, si c'est Sega, je dirais un nouveau Virtua Fighter, parce que ça fait quand même le 5, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Ça serait bien d'avoir un nouveau. Et si c'est Dotemu, moi j'ai dit un Shinobi. Shinobi. Je kifferais un nouveau Shinobi. Grégoire. Alors l'univers Sega reste quand même assez sombre pour moi, mais par amour d'Astérix, je dirais un nouveau. Non, ça c'était un infogramme. C'était un infogramme. Tant pis. C'est Bruno Bonnet. Une nouvelle Mega Drive. Honnêtement, et moi, il y a un jeu qui vient de me popper parce que je sais pas comment j'ai pu l'oublier, mais c'est un nouveau Crazy Taxi et pas le remake infâme qu'ils ont fait sur téléphone portable quoi. Un nouveau Crazy Taxi. Et du coup, j'ai une autre idée. Ce serait une Dreamcast 2. Ouais. Une nouvelle console Sega, ouais, je dis oui. Et moi, pour mon côté, ce serait Outrun 3, tout simplement. Voilà, ça serait quand même. Déjà, tu fais le remake sur le 360, il est très très bien. Déjà. Un bon jeu de bagnole, une belle simulation comme Metropolis Street Racer. Voilà, c'est ça, mais pas. Enfin, tu vois, aujourd'hui, le jeu de bagnole. Virtua Tennis aussi, c'était bien Virtua Tennis. On est en pur fantasme depuis. Là, on part trop loin. On se fait beaucoup de mal. Hein. Mais dites-vous, pendant 24 ans, les gens se sont dit, ça serait bien Street Fighter 4. C'est vrai. Et finalement. C'est vrai. Oh, l'art de la transition. Et finalement, on l'a eu. Alors, on rappelle effectivement, merci à tout le monde pour ce débat. Il est déjà 18h30, donc on va peut-être fermer ce sujet. On rappelle ton bouquin, Benjamin, chez Third Editions. C'est combien? C'est 25 €? 25 € en édition normale, 30 first print sur le site de l'éditeur si vous êtes prêt à mettre un peu plus pour une plus belle couve et une lithographie de Orioto. Et je vous invite à le parcourir. Vous pouvez télécharger un extrait gratuit sur le site de Third Edition. J'y ai mis beaucoup d'amour, toute ma passion, ce mot est nul, sur la série, et j'espère qu'il vous plaira et que mon ton un peu de petit rigolo, de petit malin ne vous rebutera pas, même si ça correspond à l'ADN de la série. Personnellement, il m'a plu, beaucoup plu. Ah oui, non, mais c'est une très belle plume, mais pour le coup, on sent vraiment que tu maîtrises totalement le sujet. C'est mon premier livre et c'est mon bébé, et j'espère que vous l'aimerez. Et quel beau bébé. Il y a un petit frère peut-être un jour. Parce que ça finira par venir, mais. Ça faut dire qu'il y a le Sonic qui sort en même temps aussi. Le Mario, tu veux dire? Ouais, le Mario, pardon. Oui, parce qu'effectivement,
j'allais y venir, c'est qu'en fait il peut être disponible en bundle avec un autre livre un Génération Mario fait par mes amis Alexis Bross et Lou Lassina Foubert, qui est un peu plus petit, il a 100 pages de moins et il se concentre sur vraiment la saga du jeu vidéo. D'accord. Ils ont moins bossé. C'est des feignants. Pourtant ils sont deux. Hein. Bon. On va pas commencer à s'attirer des inimitiés, même si Lou on l'avait déjà reçu pour parler de Pokémon, on sera ravis de le recevoir. Et achetez surtout celui-là. À une autre occasion, et on rappelle du coup Wonder Boy. Wonder Boy. Très très bien. Partout. Très, très bien. Et puis suivez Dotemu sur Twitter, @Dotemu. Tout à fait. Toutes les dernières infos. Et Streets of Rage 4, bientôt des infos jeudi soir à la Gaieté Lyrique. Avec soyez là. Voilà. Rien pour rien. Les amis, c'est l'heure de sévir, c'est l'heure du quiz musical. Alors, cette semaine, le quiz musical thématique, le décibel, c'est plus fort que toi. Je pense que vous avez compris un petit peu de quoi il va s'agir. Je rappelle les règles. C'est une équipe rouge, une équipe bleue. Non, 2 équipes bleues cette fois-ci, 2 fois Sonic, 2 fois Mario. Voilà, 2 équipes rouges. En gros, une équipe rouge, une équipe bleue, 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Si vous donnez une mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Et qui est qui? Et qui est qui? Alors, en fait, équipe bleue, forcément. Mais non, on peut pas parce que comme c'est une émission spéciale Sonic, on peut pas être Oui, on est tous les deux bleus, c'est obligé. Vous allez pas me mettre dans la rouge quand même. Quand même, l'auteur du Sonic livre. et Knuckles, on peut dire ça, Team Sonic, Team Knuckles. C'est pas mal. Knuckles avec une casquette et une Donc c'est moustache. que des jeux Sega. Que des jeux Sega, que des produits Sega, on va dire. Ça va être dur. Mais quelle équipe est qui est qui donc? Qui est qui? Alors on va dire l'équipe rouge, Alexis. Non, équipe bleue, Alexis et Benjamin. Ok. Voilà, et équipe rouge, Arnaud. Je compte sur toi. Et Grégoire. Allez. Ok, donc il y a du personnel déjà. Comment on répond? Est-ce qu'on peut crier tout de suite le nom? Oui, alors attends, parce qu'il faut être sûr d'avoir la réponse, sinon la parole va à l'équipe d'en face. Et on prend la main en disant bleu ou rouge et on répond. non, pas du tout. Non, tu donnes la réponds. réponse. Voilà, les 2 bras en l'air comme balataque, comme ça. Donc Voilà. un blind test, on doit trouver un jeu vidéo. C'est parti. Et Florent, recule-toi. Street of Rage. Non, 2. Oui. Streets of Rage 2. Merci à toi. Attention, c'était Streets. T'as été calife à la place du calife. Voilà. Bravo. Moi je vois la licence de manière globale. Voilà, donc vous voyez bien le morceau Dreamer par Yuzo Koshiro sur Streets of Rage 2 et vous voyez bien l'application de la règle. Si ce n'est pas le bon jeu, ça, la parole va à l'équipe. C'était pour l'exemple. T'inquiète, je me suis déjà fait avoir avec Terminator, elle m'a fait le même coup. Mais tu es très sport, c'est bien. 1-0 pour l'équipe bleue, deuxième morceau. Il y a du soleil. Bah, soleil sur Mega Drive. Ça n'a aucun sens. équipe rouge. Ça n'a aucun sens. Deuxième indice, il y a des checkpoints. Sonic 2, non? Non. Équipe bleue, il y a de l'asphalte. Outrun. Oui, non. Outrun 2. Oui, Outrun 2, voilà. Allez, c'est bon. Ah, bon, le 2 est très. C'est toujours le 2 en fait. Cette règle est nulle. Sonic 2, équipe rouge, Sonic 2. C'est la version orchestrée, ça. C'est la version de Outrun 2, tout simplement, voilà, qui est également disponible dans Outrun 2006. Parce que c'est très solide pour de la Mega Drive. Oui, non, J'entends pas la puce sonore de la Mega Drive. c'est de l'Xbox, c'est de l'Xbox. Ah, Ça. voilà. Outrun 2, c'est sur Xbox, hein, donc bon. Et oui, porté sur PS2 avec Outrun 2006, justement. Un partout, troisième morceau. Tu me déçois, Florent. Persona 5. Non, Non, Je sais pas. c'est une série récente de Sega, en tout cas, qui a trouvé son public récemment. C'est Yakuza. c'est un Yakuza, mais du coup, il faut en citer un au hasard. Un récent, C'est un c'est soit le 6, soit le 0. C'est pas le 0, ça me dit rien. Faut dire le 6. Attends, t'as pas raté tous les propos. Yakuza 6. Yakuza 6, non, Ah, c'est un Yakuza. Attends. Réfléchissez aux paroles. C'est ça, on peut laisser défiler. On va écouter la musique, elle est sympa. la musique de la chose. Attends, mais j'ai pas retenu les musiques de Yakuza. C'est ça. Bon, allez, la parole va à Yakuza l'équipe 0, bleue. attends, Yakuza 0. Yakuza 0, effectivement. Ah, une chance sur deux. Sur la brèche. C'était Yakuza 0, c'est le thème du cabaret quand on customise Seul que j'ai joué. son hôtesse. Voilà. Putain, Je me souviens pas. j'ai même Tu pas n'as entendu jamais- tu n'as jamais customisé Si, ton si, hôtesse. si, mais J'ai le charmant carré. aucun souvenir de cette musique. Diantre, mais pourtant c'est un grand moment de Oh, vidéo je- souvent. Au cabaret, j'y passe pas mes heures, moi, dans Yakuza. Ah, C'est ouais. pas mon délire. Moi, j'adore ce mini-jeu. Voilà. Donc 2-1 pour l'équipe rouge et je l'adore pour les bonnes raisons. N'allez Ouais, pas c'est vous ça, imaginer ouais. des choses. Quatrième morceau. Ah, c'est Gata Sanshiro. Gata Sanshiro, putain, pardon.
Segata Sanshiro pour la base de la Saturn au Japon. On explique c'est quoi ou pas Oui, tu peux expliquer très rapidement. Segata Sanshiro, c'est un personnage de Sega pour leur pub et qui était complètement con et super héros et il défonçait tout, le monde avec sa Mega Drive, voilà, et il chantait ça, c'était son thème et il a eu 20 ans de carrière à la pub, à la télé quoi. Alors, un truc qu'il faut dire, c'est que Segata Sanshiro est un anagramme de Sega Satan Shiro qui veut dire allume ta Sega Saturn. C'est ça. Voilà, donc c'est pour et puis un côté un peu. Allez sur YouTube, tapez Segata Sanshiro, vous allez vous marrer. La dernière pub avec Segata Sanshiro où il meurt et t'as toutes les secrétaires du bureau de Sega qui sont là. Oh merci Segata Sanshiro, c'est absolument extraordinaire. Donc 3-1 pour l'équipe rouge. Pour la beauté du jeu, on va faire le dernier point. C'est parti. Alors c'est Sonic le rebelle. Oui. Version française en plus. Bravo Benjamin. Bien joué. Tu n'as pas osé, tu as eu peur. J'ai reconnu, j'ai fait waouh, vraiment. Bah attends, écoute, il manquait bien Sonic. J'ai fait pareil quand il a dit les 300 nez machin. Donc rappelons un petit peu le pitch de Sonic le Rebelle. Alors c'est une version en fait, Sonic a une frère qui s'appelle Sonia et une sœur qui s'appelle Sonia et un frère qui s'appelle Manic et ils font tous du rock ensemble parce qu'ils ont été en fait leur maman est la reine au trône légitime du royaume et du coup ils veulent c'est un peu comme l'attaque des Titans en fait, ils veulent remettre le trône légitime avec le pouvoir du rock and roll et c'est un peu edgy mais ça va, mais bon c'était dans les années 99 je crois, un truc du genre. Ouais, 99, ouais. C'est un peu spécial. Je préfère Sonic X personnellement. C'est le plus occidental des produits Sonic. Et une coproduction française. Et l'animation est abominable sur ce dessin animé. Le saviez-vous? C'était fait en France si je me rappelle bien. Oui, le monsieur qui a fait ça a été nommé pour un cristal d'Annecy en 2003 ou 2006. Et 2013. Et ce n'était pas pour ça. C'était pas du tout pour ça. Donc Cocorico, mais bon, niveau animation, c'était un peu du cac. Non, mais c'était horrible, ça passait sur TF1 le matin, c'était horrible. Phénom sur le chat qui dit leur maman toujours cachée dans les buissons. C'est un petit peu ça. Oui, c'est vrai. On les voyait à chaque sous épisode. sa capuche. Voilà. À chaque épisode, ah non, je peux pas retrouver mes gosses. Non. Et puis moi qui parlais de l'attaque des Titans. Voilà. Il y a un petit peu ce délire là. Bon les amis, c'est la fin de ce quiz musical sur un score de 3. Écoute. 3-2, c'est honorable. Oh, Sortie de Sonic, ce super jingle. dur. Ah, j'aime bien les nouveaux jingles. 3-2 pour l'équipe rouge. Donc, les amis, c'est l'heure des recos. En avez-vous? Plein. Oui, Plein. Benjamin, tu commences. Ok, alors j'aimerais vous parler de plein de trucs. J'aimerais vous parler de Forza Horizon 4 que je viens de finir, c'est super cool. J'aimerais vous parler de l'ère des cristaux qui est le manga le plus sous-estimé de son ère. Mais je vais prendre 2 trucs sur Netflix qui sont Isone Tomazotan, Pilote Dragon, et évidemment tu me vois venir, qui est une série Bones diffusée en avril qui arrive enfin chez nous avec des sous-titres de merde parce que dérivés directement de l'anglais, mais une bonne VF, donc vous pouvez faire le choix. C'est des nanas émotionnellement à problème qui pilotent des dragons avions de l'intérieur depuis leurs estomacs. C'est assez marrant, elles ont des personnalités rigolotes, c'est assez cool. Et je vous recommande aussi BoJack Horseman saison 5 qui est encore une meilleure saison que la précédente. C'est une série, tu ouvres ton dictionnaire, tu vois subtilité, définition, t'as une série, t'as une image de BoJack Horseman. C'est excellentissime, c'est subtil, c'est intelligent, c'est très écrit, chaque épisode est un concept à soi. C'est le meilleur truc qu'il y a sur Netflix, je le pense très sincèrement. Donc des entrailles de dragon et des têtes de cheval, c'est ça, voilà, c'est le programme de la semaine. C'est très animalier. Voilà. En même temps, vu qu'on a parlé de City Friend tout à l'heure, oui. On est toujours dans la cohérence. La cohérence est totale. Alexis, j'ai le droit de parler de Binding of Isaac une fois par an, donc je le fais. Non, plus sérieusement. J'ai pas parlé de Persona 5 dans cette émission. Attends, première de la saison, tu vas parler de Binding of Isaac. Non, justement, je vais faire quelque chose. Jouer à Persona 5. Voilà. Je vais faire quelque chose que je ne pensais jamais faire à ce micro, c'est recommander Call of Duty. Ah oui. Et la semaine dernière, il y avait la bêta du Battle Royale de Call of Duty. Et c'est très très bien. Je pense que ça va faire très très mal à PUBG plus qu'à Fortnite. Le gameplay Call of Duty un peu plus arcade que celui de PUBG, mais c'est pas non plus n'importe quoi comme Fortnite. C'était très bien, je me suis beaucoup amusé. Et j'ai peut-être acheté un Call of Duty. Voilà. Et ça fait depuis Modern Warfare 1 que ça n'est pas arrivé. Donc je tenais à le souligner. C'était vraiment une bonne expérience. Ok, on suivra ça de près. Toi, Florent? Pour l'instant, je valide les deux. Le Blackout est très bien. Forza Horizon 4, voilà, encore. Voilà. Enfin, il a des défauts. Graphiquement, il est aux fraises, mais c'est peut-être parce qu'on a une version qui est un peu en avance. On en parlera bientôt. Et sinon, je vais recommander ça, vu qu'on parlait de Sega aujourd'hui. C'est le bouquin de Benjamin Berger. C'est sorti il y a un petit moment, quand même maintenant, chez Geeksline, sur Yu Suzuki, l'autre grand monsieur de Sega. Donc celui à qui on doit Super Hang-On, Shenmue, Virtua Fighter, enfin voilà, c'est Space Harrier aussi. Enfin, tellement
grand jeu. Et Shenmue 3. Et Shenmue 3. Et Shenmue 3. Voilà. Donc c'est un très très Petit bon ange. bouquin qui rentre sur la carrière de ce monsieur, et aussi tout en fond on voit les aléas de l'entreprise Sega, donc justement de la bisbille entre Sega Japan, Sega US, etc. Donc c'est très très bien fait, donc je vous le conseille, chez Geeksline Édition. Je crois que ça vaut 24,90 €, donc faites-vous plaisir si vous voulez connaître l'autre grand monsieur de Sega, allez-y. Et celui qui a révolutionné tellement de choses, surtout en arcade, donc voilà. C'est lui, grâce à lui qu'on doit les cabinets 360, tout ça. Un grand monsieur, malgré tout. On lui pardonnera beaucoup de choses. Arnaud. Alors moi, je vais recommander Pipoudou, qui est une série, web. C'est un peu copinage parce que c'est réalisé par Balak, qui a aussi réalisé les Cassos, et qui a réalisé le trailer de Street of Rage. C'est lui le réalisateur du trailer de Street of Rage 4. Donc, alors basiquement, Pipoudou, c'est une petite série animée. On suit les aventures des animaux. Des petits animaux de la forêt magique. La forêt jolie, la forêt magique. Sauf que c'est des animaux qui ont des problèmes sexuels. Donc c'est plus 18, clairement. Mais c'est très drôle. Et la voix de Pipoudou, c'est une voix très connue. Je ne vous spoile pas, mais vous pourrez. Il l'a dit. Il l'a dit. Mais elle ne dit pas la moindre saloperie, et je soupçonne que ce soit fait exprès, que c'est un peu dans le contrat. Parce que même elle a communiqué là-dessus. Pipoudou est très mignon. Et voilà. Et en gros, il se balade avec la tub à l'air tout le temps. C'est très drôle. Donc voilà, Pipoudou, c'est sur YouTube. Certains épisodes se sont fait striker. Pas l'épisode de Scato, c'est pas mais pourquoi. sinon, c'est sur le site de Blackpills. Blackpills sont gratuits. Voilà, ça se regarde en 1h30. On se marre bien. Voilà. Effectivement, Bobby Pills, ce qui est super rigolo, c'est que tu assures la transition parfaite avec la saison 2 qu'on avait reçue pour le dernier épisode de la saison dernière. Donc passons un petit peu de pommade. Mais c'est toujours sympa, effectivement, de voir l'animation française mise en avant, et surtout des gens qui la font bien. Grégoire. Site de Black Pills. Alors moi, j'aimerais recommander Itchy et Scratchy. Non, je rigole. En fait, ma recommandation est quand même plus sérieuse que... Enfin voilà, bref. C'est Hidden Figures, traduit par Les Figures de l'Ombre, de Theodore Melfi, qui est sorti il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, et que j'ai vu cette semaine. Février 2017. Et ouais, 1 an et demi. Et qui est quand même un très très bon film qui se situe dans les années 60 et qui explique comment 3 noires américaines, des génies des maths, ont permis aux Américains et à la NASA d'envoyer le premier Américain, John Glenn, en vol orbital autour de la Terre. Et donc la VO est plus intéressante quand même, rien que dans le titre Hidden Figures, il y a un double sens. Hidden Figures, c'est à la fois les femmes de l'ombre et les chiffres. Donc voilà, on perd un peu cette dimension en français, mais il y a une très belle prestation. Je crois que c'est Janelle Monáe. Il y a une deuxième actrice qui avait été nommée pour meilleure actrice dans un second qui rôle. Qui est partout, oui, celle qui est dans la forme de l'eau. Exactement. Dont le nom m'échappe et je suis navré. Voilà. Octavia Spencer. C'est ça. Heureusement que t'es là. Octavia Spencer. Et donc c'est assez bien réalisé, assez bien tourné, et la prestation encore une fois des acteurs et des actrices est quand même époustouflante. Puis c'est bien pour attendre First Man en fin d'année en ce qui concerne la conquête de l'espace. Voilà. Tout à fait, nouveau film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling. Damien Chazelle et Ryan Gosling qui n'est ni Only God Forgives ni Whiplash 2. Marocco, c'est DQ11 tout simplement. Voilà, DQ11, on n'a pas pu en parler en critique, mais c'est pour moi un jeu du cœur. C'est pas le meilleur Dragon Quest, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est un jeu qui est extrêmement pur, qui rappelle que toutes les histoires méritent d'être racontées et de la plus belle des manières. Donc c'est un jeu qui m'a arraché des larmes assez importantes. Voilà, ça m'était pas arrivé depuis un moment dans un jeu vidéo, donc voilà, c'est un jeu du Kokoro. Et sinon Phantom Thread, Alexis, parce que tu me l'avais recommandé. Je l'avais recommandé à ce micro il y a quelques temps. Voilà, effectivement, et je l'ai enfin vu, et je dois dire effectivement que Paul Thomas Anderson est un très grand cinéaste, et à plus forte raison sur ce film. Il est vraiment super. Tendu. Très très tendu et très fort en omelette aussi. En omelette aux champignons. En champignons, évidemment. Je crois que c'est tout. On a fait le tour pour les recommandations. Un petit mot à ajouter sur ce premier numéro de la saison. On est tous contents. On est contents. Mais extatique. Merci à nos invités. Et merci Benjamin Benoît. Merci Arnaud. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. Merci de l'invitation. On suivra votre actualité de très près. Où peut-on vous suivre ? Sur Twitter, @BenjaminBNT.
Et sinon donc je travaille pour Le Monde, Libération, Les Croissants, le Journal du Geek, et je fais un podcast qui s'appelle LOL Japon, qui est le podcast numéro 1 évidemment, mensuel sur l'animation japonaise. Non, il y a le Mangacast et nous. Et un nouveau numéro qui arrive là. Il vient, oui, je suis en train de finir de le monter, alors souvent c'est un peu long. Il arrivera aujourd'hui ou demain. Ouais, mais il faut arrêter de faire des épisodes de 6 heures aussi. Oui, c'est notre gros péché mignon. Ouais. Et toi Arnaud, on peut te suivre toujours sur Dotemu, j'imagine. Ouais, Dotemu, @The4Crew aussi, qui est notre label d'édition indé. Et puis ouais, Twitter, Facebook, les jeux ont leur Facebook, voilà, la presse aussi, hein, on parle de nous dans la presse. Et puis moi personnellement, @Arnitrololo, puis voilà. Et à la Gaieté Lyrique jeudi soir, soyez-y. Avec Koshiro, on le rappelle. Bon, les amis, C'est la fin des choux. et c'est la fin de ce numéro 65 d'Hyperlink, la rentrée S03E01. On espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec Gotoz pour parler de jeux narratifs. Soyez présents. Voilà, et de l'actualité de Telltale justement entre résonances, mais on n'a pas fait exprès. Perché. On ne pouvait pas savoir. Voilà, plein de bisous à vous. À la semaine prochaine. Ciao. 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 Thank you.